Salut, salut, bienvenue dans ce nouveau et dernier live de Bonjour Internet. Puisque si vous avez suivi un petit peu dernièrement, je vais rejoindre une rédaction pour un CDD de quelques mois. Ce qui fait que, pour des raisons pro, etc., de disponibilité aussi, je peux pas continuer ces lives-là. Pour l'instant, en tout cas. Donc, c'est actuellement là, voilà, le dernier live que je fais avant la mise en hibernation pour quelques temps. Voilà, je saurais pas vous dire, peut-être que je vais ressurgir à un moment, j'en sais rien, mais je vous tiendrai au courant là-dessus. Mais pour l'instant, effectivement, c'est le dernier live que je fais. Voilà, donc c'est plus bonjour Internet, c'est au revoir Internet. Et effectivement, ça m'attriste, hein, franchement, ce que vous vous en doutez. C'est un live que je fais depuis pas mal d'années maintenant, que j'ai fait évoluer, etc., etc. Et là, voilà, devoir mettre un coup d'arrêt à tout ça d'un coup, c'est forcément un peu émouvant pour moi. Surtout que c'est quelque chose que j'adore. Pour vous refaire rapidement le résumé, là où je vais, la production d'articles sera pas mon activité première. Pour le coup, c'est dans une rédaction, etc. Mais sur les créneaux sur lesquels je pourrais écrire, je continuerai à faire des sujets sur les créateurs de contenu en essayant d'amener le plus en proposer le plus, en tout cas en interne, des sujets d'enquête, tout simplement. Alors, Miss Mev, pardon, j'avais même pas vu avec tous les messages, avec le truc du livre et tout. Bref, oui, parce que voilà, vous étiez pas là pour les gens qui regardent le replay, mais voilà, la couverture, le titre et le pitch de mon livre qui sort en juin est en ligne en fait, tout simplement. Voilà, je l'ai découvert avec des personnes du chat. Mais merci Miss Mev d'être là. J'espère que tu vas bien et merci pour les travaux. Donc voilà, donc dernier live, mais j'ai bossé comme il fallait, je vous ai préparé un petit programme que je vais vous montrer tout de suite. Bon, mini tour sur Patreon, le dernier, hein, évidemment, récap, sponsor et tout. On va parler de la HMI House, parce que je me dis qu'il y a pas mal de gens qui savent pas ce que c'est, mais qui voient peut-être passer ce hashtag sur X ou ailleurs, mais qui peut-être des questions sur ce que c'est la HMI House. Je trouve ça intéressant de creuser, parce que moi-même j'ai découvert un nouveau monde, on va dire, parce que c'est très Snapchat et je suis moins familier de Snapchat. Et donc on va parler de ça. On va parler, donc là, un petit trigger warning et tout aussi, même si je vais pas relayer les insultes transphobes qui ont touché les joueuses d'une équipe féminine de Solari. Mais voilà, il y a une vague de haine transphobe contre l'annonce d'une équipe féminine de Solari, puisque 3 joueuses sont des personnes trans. Et donc ça a créé, voilà, bah, vous en doutez, hein, des hommes transphobes se sont sentis légitimes à en parler dans les commentaires. Ça a été assez horrible, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus. Et on va finir par un dernier sujet un peu plus léger, hein, sur les clubs de lecture et les échecs, parce que Maxime Biaggi a lancé son club de lecture. Inox Tag a fait une grosse soirée de duel d'échecs avec des influenceurs. Et le but, c'est juste de revenir un petit peu là-dessus, d'expliquer, de se dire pourquoi c'est intéressant. Évidemment, je vais le redire, mais ils sont pas inventé tout ça, hein, ça existait bien avant eux, et notamment c'est souvent porté par des personnes beaucoup moins visibilisées que, notamment je pense au book club, etc. Mais je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus. Petite recommandation de fin et un petit au revoir, puisque je le rappelle, c'est mon dernier live. Voilà pour le programme de ce soir. Petite parenthèse, je vous avais parlé du fait que j'essayais d'organiser un petit truc pour la fin, ou en tout cas la pause des lives, une petite surprise, etc. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'étais en contact avec une personne du milieu de la création de contenu qui est très très bien établie sur l'internet français, avec qui j'ai échangé quelques messages, etc. Et qui m'avait dit qu'elle était très partante pour faire une discussion en live. Moi, j'avais envie d'essayer de faire une interview de cette personne en live. Elle m'avait dit OK. Et j'ai proposé des disponibilités, etc. Et en fait, j'ai plus de nouvelles. Donc c'est voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Je suis triste de pas pouvoir vous proposer ce petit truc en plus. Donc voilà, vraiment navré pour ça. Sauf miracle dans les heures qui viennent, etc. et tout. Voilà, je suis le premier désolé pour ça. J'aurais aimé. Yovcheko, non, pas ce genre de blague, s'il te plaît. Voilà, mais voilà, sachez en tout cas que j'ai essayé, mais voilà, j'aurais peut-être essayé de trouver une autre solution, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais comme cette personne m'avait dit OK, je voulais pas non plus, voilà,
trop chercher un plan B, mais bref. Voilà, c'est dommage, je suis désolé pour ça. Et voilà. Donc on va commencer avec un petit récap de la semaine. Alors c'est une interview, c'est marrant parce que c'est un live de Hard Disk avec Dwagby qui s'appelait 1 heure avec Dwagby. Et finalement, la conversation, alors sans compter le pré-live, la conversation a duré plus de 2 heures. Donc il y a eu plein de sujets. Et vous savez, moi j'en ai déjà parlé en live, Dwagby, qui est streamer, host de beaucoup d'événements, qui a sa boîte de prod, enfin ses studios. C'est quelqu'un qui est super intéressant pour parler d'Internet. À chaque fois que je l'ai vu parler de la creators economy, du milieu, etc., j'ai toujours trouvé qu'il avait un regard super intéressant. Et donc je me suis dit, il y a plus de 2 heures d'interview, j'avais envie de le résumer rapidement. Alors l'interview elle part un petit peu dans tous les sens, mais j'ai retenu un certain nombre de points quand même. Au début il parle un petit peu du côté est-ce que c'est trop tard pour se lancer ou pas. Dogby il a un conseil un peu intéressant, il conseille de se lancer avec un micro de mauvaise qualité, limite un micro de merde, dans le sens où ça permet de nourrir cette idée que le streamer se lance avec peu de moyens et va grandir, évoluer avec son audience, qui le voit voilà, comme ça, passer des steps les unes après les autres et tout. Ça crée déjà un peu un narratif. Et voilà, il dit faut pas s'équiper trop vite. Et il faut pouvoir démarrer voilà, à une plus petite échelle, quoi. Et donc ensuite, ça c'est un point que je trouvais intéressant parce que c'est pas un discours que j'entends souvent. Et puis voilà, si tu flops, t'abandonnes et t'auras pas acheté un micro pour rien. Ce qui est vrai, t'auras pas trop investi. Mais c'est vrai que l'esthétique du micro un peu crade, ça peut marcher en vrai. Moi-même avec mes soucis de micro, c'est évidemment que du calcul, bien sûr. Comment vous pensez que j'aurais un micro qui bug alors que je suis un professionnel? Bref. Il y a tout un discours aussi qui est super intéressant aussi sur comment Dwagby trouve un équilibre entre ses streams perso, tout ce qu'il fait en tant que host, c'est-à-dire en tant que présentateur de plein d'événements. On l'a vu énormément, le Detterfight, JP Explorer, les matchs de foot, etc. Globalement, s'il faut quelqu'un pour animer, présenter et chauffer la foule, c'est clairement à Dwagby qu'on fait appel, parce qu'il a cette qualité-là, il sacrifie sa voix pour l'événement et tout. C'est en vrai, c'est assez impressionnant, et globalement, tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est la bonne personne pour ce rôle qui devient de plus en plus important à mesure que les streamers s'échappent entre guillemets un peu de leur studio pour créer des contenus de plus en plus produits, quoi. Et évidemment, à côté de ça, il a ses studios. Et il dit par exemple, ça c'est une anecdote qu'il dit, il a des studios qui peut donc louer à des streamers ou pour des événements ou des marques ou ce genre de choses. Et il dit, donc il fait les studios du podcast Sip and Gossip de Magla, c'est notamment, le studio, c'est notamment dans ses studios à lui, le décor. Et il dit, il confie qu'à un moment, il dit aux influenceurs, non mais faites croire même aux marques que c'est vos studios à vous, comme ça les impressionne, et comme ça elles vont vous signer et tout, quoi. C'est un truc, une petite technique un petit peu comme ça, mais il en parle en mode voilà, s'il faut ça pour convaincre un partenaire de signer avec vous, vous pouvez dire que c'est vos studios, quoi. Et il bosse avec beaucoup de monde, hein. On reviendra là-dessus juste après, mais ces studios MVS, c'est assez impressionnant. Mais bon, bref, c'est le truc qui glisse à un moment. Il parle du fait qu'aussi, ça c'est Hardis qui disait que au tout début, quand il avait pas forcément d'équipe derrière, et qui recevait des contacts, mais apparemment c'est une technique utilisée par pas mal de gens dans le milieu, c'est d'avoir une seconde adresse mail où ils s'inventaient un personnage de manager et ils redirigeaient les marques vers ce second mail en mode genre c'est Alex, mon manager, qui va vous répondre. Et en fait c'était aussi eux-mêmes derrière le mail, et ils s'inventaient ce personnage de manager pour faire sérieux, quoi. Bref, c'est des anecdotes comme ça, mais ça m'a marqué. Il explique qu'il a dû vraiment apprendre à faire la différence entre le stream perso et son rôle de host. Il avait un peu lâché le stream, il a repris de plus en plus parce qu'il a bien senti que l'un impactait l'autre. Il a donné beaucoup plus de place à la position de host, et voilà, il a dû
réapprendre à se raréfier en fait sur les gros projets en tant que host. C'est-à-dire qu'il a dû réapprendre à dire non. C'est-à-dire que beaucoup de gens le sollicitaient. Pendant un moment, il disait oui à tout le monde en mode genre bah, je serai là, je veux bien présenter, etc. Et il dit c'est très très important pour quand on est streamer, créateur de contenu et qu'on est dans une phase de hype, il faut apprendre à dire non parce qu'en fait on peut pas tout faire et aussi c'est bien d'essayer de pas être partout pour pas que les gens se lassent. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est vrai que c'est assez intéressant. Alors il y a c'est la première fois, je crois, je suis pas sûr qu'il en ait parlé jusque-là, mais il parle de lui-même de Plush. Plush, c'était ce film de nounours NFT qui a créé un scandale, qui était une arnaque, qui était notamment porté beaucoup par... pourquoi j'ai oublié par Kev Adams. Je pense que vous vous en rappelez assez clairement. Et... Dogby faisait partie des voix potentielles pour ce film d'animation-là avec Gérard Darmon, donc Kev Adams, Maître Gims et d'autres personnalités. Et c'est vrai que il est, à ma connaissance, en tout cas, je n'avais pas vu trop reparler de ça. J'ai peut-être raté des choses, mais il en parle à différents moments. Il en parle ici. Alors, je vais vous le passer. Moi, j'avais le petit truc avec Kev Adams qui m'avait invité pour essayer de... Bah, j'ai pris, tu vois. C'était quoi ça? C'était un truc de doublage pour... j'ai plus le nom. Plush. C'était du doublage. Ah, t'étais là. Attends. Ah, il en avait parlé chez Abamind. Ah, j'avais pas vu. Et le truc, c'était horrible. Et du coup, bah, j'ai pris... je savais pas que t'étais là. J'ai pris autant que les autres, même si j'ai pris mes précautions, tu vois, avec toute cette truc de sécurité que je t'ai dit de garde-fou. Ouais. Tu peux pas après te défendre et dire, alors moi, j'ai pas fait la même chose que eux, même si du coup, je comprends. Et... Non, tu vois, tu peux pas. J'étais en mode... Bon, il y a un truc sur lequel j'ai évité. Alors, il y a un autre, il en reparle un peu plus loin. Alors, encore une fois, c'est des timecodes et tout, donc je vous demande un instant. Il en reparle brièvement parce qu'il reparle un petit peu du rôle de son manager, je crois. Ouais, et donc ça passe par des agents, tu vois, le truc de Plush, par exemple, c'est un peu mon agent qui avait fait des vérifs et qui était en mode c'est légal, tout est clean. Et qui avait peut-être pas assez anticipé, tu vois, qu'est-ce qui l'empêchait d'aller contacter, je sais plus le nom, mais on avait des experts IA, crypto à l'époque, je l'ai plus, mais un youtubeur très très connu. Asher? Exactement, Asher, ouais. Qui était déjà très proche de notre milieu en plus. Donc on avait le contact, j'étais en mode, mais pourquoi il l'avait pas contacté à l'époque pour lui? Pour call. Ça se trouve, lui, il m'aurait mis un red flag, tu vois. Ouais. Il m'aurait dit, alors oui, c'est legit, c'est bien, par contre, il y a une chance que ça. Et j'aurais peut-être été un peu plus vigilant et pas juste d'être dans ce dream de putain, j'ai posé une voix au cinéma à côté de Kev Adams, Gérard Darmon, tu vois, un truc où moi je suis dans la passion, frère, et que j'étais en mode dans l'évolution, la prise de risque, la complexité. Moi j'étais en plus dans le truc de folie. Tu sais, il y avait ce côté Star Talent, je voulais contrer le Star Talent en mode je vais tellement bosser le truc que les mecs ça va être insane. Exactement, en mode on aime GTRP, tu vois, donc quelle est la différence entre GTRP et aller donner sa voix à un animé dans un dessin animé, tu vois, donc... Voilà, donc il y a ça. Alors, il y a Fidor qui dit que Clément Garin sur Twitter vient de leak que Inox va présenter une émission d'aventure sur France 2. Alors, Clément Garin, je m'en méfie énormément. Pour moi, c'est pas une source fiable. Donc voilà, peut-être qu'il y a 2 informations qui vont sortir bientôt. Je sais qu'il y a tout le deal pour diffusion de vidéos qui avait été fait avec RMC Découverte. Peut-être qu'il y aura quelque chose avec France 2, mais moi, pour l'instant, si c'est juste Clément Garin qui en parle, pour moi, c'est pas une info. Voilà, que je considérerais comme fiable. Ils reviennent aussi beaucoup sur le live, évidemment, cette chaîne, cette web télé de Webedia qui avait vraiment flop, c'était en 2020, c'était tout début 2020, juste avant le Covid. C'était vraiment juste avant le Covid. Et ils reviennent un peu dessus, même si Dwagby il a pas participé, parce qu'en fait Dwagby il a été pas mal chez Webedia, et en gros il sentait le truc venir, et voilà. Ce qu'on s'est dit, si ce truc-là marche, c'est toute l'industrie qui est foutue, quoi. Ouais, pour toi, ouais, il dit en gros que si le live marchait, c'est toute l'industrie qui est foutue, dans le sens, c'est-à-dire que les financeurs, les marques, les télés, tout le monde allait vouloir faire que ça. Alors que globalement, c'est pas un concept, c'est pas une structure, c'est pas une approche qui plaisait au milieu du tout, et puis de manière générale aux gens sur Internet. On se l'a dit tout de suite. Ah ouais. Si ce truc-là marchait, ça aurait pu marcher, tu vois. Les gens disent, ça me plaît, je pose mon cerveau le soir, je rentre. Moi, je pense aujourd'hui, avec le recul, que si ça avait touché une audience moins geekos, ça aurait marché. Mais c'est pour ça que c'est tant mieux que les geekos sont là. Ouais. Moi, je les aime, ces geekos. Tu vois ce que je veux dire? Venez faire barrière, venez faire barrage. Et en fait, tant que t'as pas passé ce barrage-là, tu ne dures pas dans le temps. Parce que toi, à l'époque. Tu as raison, c'est ces gens-là
Voilà, donc voilà, il revient un petit peu là-dessus et tout. Il reparlera de Webedia un peu plus tard. Moi, un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est comment il s'est structuré. Il explique ça en plusieurs étapes. Donc d'abord, c'était de l'aide vraiment pour se soulager sur l'aspect comptabilité, administration, etc. Parce que lui, c'est vraiment pas son truc, alors qu'il a fait des études un peu dans ce domaine-là. Le deuxième, c'était vraiment les contraintes commerciales. Donc il a délégué le commercial en second en disant, il parle de Bump, donc la boîte de prod slash agence cofondée par Squeezie. Il dit c'est l'idéologie du triangle, c'est-à-dire le lien permanent entre la marque, l'équipe commerciale et le créateur de contenu, pour trouver une espèce d'équilibre et que en gros tout soit clair, transparent, etc. Et qu'il n'y ait pas eu ce qu'il y a pu avoir par le passé, notamment à Webedia, où il y avait des créateurs de contenu qui n'avaient pas forcément la visibilité sur le budget global alloué par la marque, et qu'il y avait, et ça c'est plusieurs créateurs de contenu qui l'ont dit, qui accusaient Webedia de prendre une trop grosse marge sur le contrat, etc. Donc là, il met en avant aussi Bump dans ce côté-là. Il parle aussi comme étape suivante son agent, donc pour l'aider à gérer. Et puis avec MVS France, donc des studios de production audiovisuelle qu'il a, c'est le côté apporter en fait des solutions techniques de production, des lieux et même de plus en plus visiblement un accompagnement éditorial pour aider des créateurs de contenu. On voit, il y a Michou, il y a Magla, il y a Elidia, Samuel Etienne, il y avait Inoxtag aussi. Il y a beaucoup de gens. Gentlemates, ils ont tout fait. Toute leur live, etc. C'était dans les studios de MVS France. Et voilà, si vous allez sur le site, c'est vraiment toucher votre audience grâce au streaming. Voilà, il y a 500 mètres carrés, donc c'est à Colombes. Et voilà, c'est situé là-bas. 150 mètres carrés de plateau de tournage, 30 mètres carrés de studio cuisine, 65 mètres carrés d'espace détente. Voilà, donc normes PMR, loge HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, voilà, régie, tout ça. Il dit qu'ils ont un des meilleurs, un des plus gros pros d'internet pour les lumières. Donc vraiment, en fait, il le dit après qu'en gros l'année dernière, donc je suppose c'était plutôt 2023, les revenus c'était lui en tant que personne, c'était 70% de son CA. Enfin du CA de la boîte, et cette année lui il représentait 20%, c'est-à-dire qu'en gros il a réussi à ne plus être l'élément forcément central majoritaire dans le chiffre d'affaires de son entreprise et de ce qu'il essaye de développer, quoi. Donc ça c'est assez intéressant, je trouve, de voir comment il s'est structuré autour, et il se voit bien plus tard, même être plus en retrait potentiellement. Il aimerait bien donner vie à des projets plus personnels, dans le sens où il parlait même de faire une fiction et de vendre ça à une plateforme. Il dit de manière générale, quand Hardisk lui demande un petit peu comment il voit l'avenir, il dit qu'en gros, maintenant, les plateformes comme Netflix, Prime, etc., ça permet à de plus en plus de créateurs de contenu de faire des gros projets. On l'a vu avec Squeezie, son documentaire, on l'a vu LOL qui ressort, ça amène doucement ces personnalités d'internet dans des cadres de production plus ambitieuses. Évidemment, il y a eu Beast Games et tout, mais voilà. Lui, il dit aussi que l'enjeu pour Twitch, ça va être de faire de l'acquisition au-delà des gens qui sont soit dans le gaming, soit dans les déjà fans des gros créateurs de contenu de Twitch. Il pense notamment à Nasdaq, qui arrive avec une audience totalement différente sur Twitch et qui rassemble en pic 100 000 personnes. Et ça, c'est assez... il dit que ça va être un gros truc, et que globalement, selon lui, on va avoir de moins en moins de gaming, que les just chatting, etc., les talks, ça a déjà pris pas mal de place. Voilà, même si le gaming sur Twitch est, selon lui, sauvé actuellement par l'e-sport, la K-Corp, Gentlemates, etc. Donc il voit un petit peu ces trucs-là, et je trouve ça assez intéressant de l'écouter là-dessus. Et juste pour répondre, il y a Gwinaman qui dit: est-ce qu'il arrive à avoir sa propre communauté avec tout ça, parce que j'arrive même pas à voir quelle est sa personnalité, car je vois que sur des projets des autres. Il dit qu'en gros ça se mélange de plus en plus, et que maintenant il a retrouvé un meilleur équilibre. Avant, effectivement, il y a des gens qui le voyaient comme toi que sur les événements.
Il y avait d'autres gens qui le suivaient uniquement pour ses streams, et que maintenant il arrive doucement un petit peu à mélanger, en tout cas à trouver un meilleur équilibre. Donc visiblement il y trouve en tout cas son compte. Il y a un autre passage rapidement avant de passer à la suite que je voulais vous montrer, c'est vers 2h06 où je crois que c'est un moment où il reparle de Webedia un petit peu parce qu'il raconte quelques petites anecdotes en plus. Ouais, Webedia, on fait ces choix-là. On fait ces choix des big Coca-Cola, big truc, 3 millions. Et en fait, le problème, c'est que pourquoi ils faisaient ça techniquement, c'est très simple à comprendre. Quand tu... Ouais, en gros, il disait que Webedia, ils ont privilégié les énormes contrats avec des grosses marques plutôt que de privilégier plein de petits contrats avec d'autres marques. Ce que lui préfère faire, visiblement. C'est pour ça qu'il parle de Coca. Un budget de 3 millions qui n'est pas encore desservi, tu après le desserres comme tu le souhaites. Ouais. Tu peux dire, ah tiens, lui, là, Squeezie, donnez-lui 10K. Vous voyez ce qu'il peut faire pour 10K? Lui, donnez ça. Et en fait, il gardait 60% de la somme pour eux, quoi. Et donc, en fait, t'avais une répartition qui était dégueulasse. Alors que mon win-win-win, mon triangle, bah, on en est conscient de ce que la marque donne. Tu vois, il n'y a pas de frontière. Donc, tu peux pas dire, tu ferais quoi, toi, pour 500 balles? Alors qu'il y a 40 000 qui sont négociés. Non. Il y a 40 000. Tu prends ton pourcentage et derrière, tu me laisses jouer avec ce qui reste pour que je puisse donner aux viewers ce dont ils méritent, quoi. Et là où Webedia s'est engraissé, c'était surtout sur ces choses-là. On a fait la vanne avec quelqu'un qui a juste répondu 2 frères de fauve. Pour nous deux? Non. Oh non, parce que quand on a fait la blague, c'est genre Thierry Boyer. Ah oui, les 2 frères. Non mais voilà, je tire pas parce que c'est un petit peu évolué chez Webedia et puis voilà, et puis on bosse encore avec eux sur les OP de temps en temps, hein, tu vois. Ça arrive, hein. Nous pas spécialement, mais c'est aussi une question de cycle. Tu vois, il y a eu un premier cycle, là c'est pas le même cycle. J'ai vu des gens là-bas qui sont vraiment super et compagnie. Mais pour te dire que c'est ça qui a un peu dénaturé le game. Ça bouge tellement vite qu'en vrai. Ah, clairement. Mais ça a un peu dénaturé le game parce que ces mecs-là, ils scamaient, quoi. C'était le scam avant l'heure. Et ça a créé des conflits, ça a créé des et compagnie. Et puis même les marques s'y retrouvaient pas parce qu'en fait à la fin, et puis même du coup il y avait du mensonge, c'est-à-dire que la marque elle était en mode putain mais pourquoi il s'est pas donné à fond, le mec vient de mettre 3 millions. Parce que lui il sait pas qu'en fait sur les 3 millions il lui a donné un bout de biscuit. Et il se dit putain ok. C'est 8 interlocuteurs. Et après t'as le mec qui dit ah mais ça doit être le créateur de contenu, il s'est pas donné à fond. Tu sais, enfin, le commercial pour défendre son truc et pour garder le budget, il est en mode venez on essaie avec un autre. Et du coup ça switchait, ça crée. Enfin, tu sais c'est weird. Ouais. C'était weird effectivement. Et donc du coup on a tous fui. Il y a une question. Voilà, donc c'est des choses qu'on connaissait un petit peu si on s'intéresse au milieu. Hein. C'est pas nouveau entre guillemets comme. Pas une révélation, mais sur l'ambiance un petit peu qu'il y avait, il y a d'autres moments, il parle du fait que, en gros, il y a certains cadeaux qui étaient envoyés à des influenceurs qui étaient, selon lui en tout cas, gardés par des commerciaux pour leurs cousins ou le genre de choses, et des fois il découvrait, il fait mais attends, mais vous avez reçu ce jeu-là, mais c'était pour un tel, etc., ou pour le faire gagner à des abonnés et tout, et visiblement certaines personnes qui faisaient un peu de la rétention de cadeaux de marque. Bon, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Le live a plein cette discussion avec Dogby a plein de petites anecdotes. Je vous ai juste souligné un petit peu celle-là, mais en tout cas, voilà, moi ça me confirme encore une fois que Dogby, c'est une des personnes les plus intéressantes à écouter. Effectivement, il y a une ambiance entreprendre magazine, mais dans tous les cas, les lives et la ligne édito de Hard Disk, c'est aussi beaucoup tourné vers l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est pas étonnant qu'ils en parlent de cette manière-là. Donc voilà. Donc moi, en tous les cas, je conclurai en disant juste que Dogby, s'il fait des interviews quelque part, je vous conseille de les lire, de les regarder, etc. Parce que moi, j'apprends toujours des trucs super intéressants, quoi. Voilà. Je vais continuer. Je vais passer à un autre gros sujet. C'est globalement, là, avec la sponsor de la semaine, mais en gros, le salon de l'agriculture, c'est l'occasion pour pas mal de créateurs de contenu d'être sollicités par soit des entreprises, soit par des lobbies, etc. Donc, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe un petit peu en termes d'influence et de collaboration commerciale au moment du salon de l'agriculture. Et effectivement, Poupy Pouce, c'est intéressant que tu en parles parce que je sais qu'il y a beaucoup de médias qui préparent des sujets là-dessus. Je sais pas si tu veux partager pour qui tu travailles, je le dirai pas à ta place, mais globalement, il y a des gros médias qui écrivent sur ces sujets. Et donc voilà, moi je me disais que j'allais en dire un petit mot. J'ai pas forcément pu creuser autant que les médias qui sont allés sur place, etc. Mais j'ai vu passer des stories, des tweets, etc. Et je me dis que c'était bien de recontextualiser un petit peu certaines choses. J'ai notamment donc vu que cette année,
Inoxtag était de retour là-bas, donc sur le stand Danone. Alors moi, j'ai pas vu de signalétique forcément produits laitiers, etc. Mais en même temps, connaissant son historique de partenariat vraiment récurrent avec le produit laitier, ben, ça me semble pas incohérent. En tout cas, voilà, il était cet après-midi sur un stand Danone pour répondre à des questions, faire des dédicaces, etc. et tout. Je vais revenir là-dessus après. Il y a Mademoiselle Chloé, que vous connaissez peut-être moins, mais qui a plus de 450 000 abonnés sur Instagram. Elle était invitée par McDonald's sur le stand McDonald's au Salon de l'Agriculture pour... elle dit c'était super chouette de pouvoir découvrir tous les dessous de la marque qui travaille vraiment avec des viandes made in France et qui aide nos agriculteurs. Voilà, donc elle a fait quelques stories comme ça où forcément c'était assez promotionnel, mais j'ai l'impression que je sais pas si c'était rémunéré en tout cas. Et il y a aussi donc Samuel Etienne qui a annoncé un live qui a eu lieu ce midi en partenariat avec Intercéréales. Donc Intercéréales, c'est une des branches de la FNSEA, donc la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui défend les droits, en tout cas des céréaliers qui font partie de cette fédération. Donc c'est ce qu'on peut appeler un lobby. Hein. Mais encore une fois, la définition de lobby, elle est large. Quel intérêt pour elle si c'est pas rémunéré pour Mademoiselle Chloé? Je sais pas, peut-être ça lui fait du contenu, mais encore une fois, moi j'ai pas vu de signalétique collaboration commerciale, donc je peux pas dire qu'elle est rémunérée ou pas, mais ça lui fait une invitation, du contenu. D'ailleurs, elle a fait une story derrière où on la voit déguster du Ricard et dire que c'est bon. Je me suis dit là, le alcool, influenceur et tout, j'ai un peu mon alarme qui s'est allumée. Je sais pas comment c'est encadré ou pas. Donc voilà, donc j'avais vu un petit peu ces annonces-là. Pour recontextualiser un petit peu plus avant de revenir sur ce qui s'est passé, en tout cas aujourd'hui, hein, jusque-là. Colmore, on va revenir là-dessus. Sachez donc, voilà, Inoxtag, en fait, l'année dernière, il y avait eu un petit peu une petite polémique, on va dire, dans le sens où il avait fait toute une intervention avec les produits laitiers, où il avait proposé une tome, je crois, à son effigie et tout. Enfin, c'était assez... c'était très très mise en scène et tout. Et il y avait Marc Fesneau, qui était à l'époque ministre de l'Agriculture, qui avait posté une photo avec lui en disant bienvenue au salon de l'agriculture, Inoxtag, bon salon et surtout bonne ascension. Donc c'était avant l'Everest. Et Inoxtag face un petit peu au tollé parce que en gros c'est Inoxtag qui pose avec un ministre de l'agriculture du gouvernement Macron, donc ça a énervé un certain nombre de personnes. Inoxtag, il avait répondu en tweet en disant c'est de la récupération politique, il a voulu prendre une photo avec moi derrière le stand sans me demander s'il pouvait poster sur les réseaux sociaux. Moi, je venais juste donner mon fromage aux abonnés au sein de l'agriculture. Cette photo a été improvisée après une séance photo avec des abonnés, comme le témoigne ma tronche sur la photo. De toute façon, ça se voit sur la photo, je suis dépité de la photo. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il avait répondu derrière. Ce qui est marrant, c'est que Inoxtag, là-dessus, sur le côté très politique de ce genre de photos, là, il réagit. Alors qu'en soi, c'est déjà très politique le fait qu'il aille au sein de l'agriculture, encadré par un happening autour des produits laitiers. C'est déjà en soi quelque chose de très politisé. Donc voilà, il y avait eu ça. Et cette année-là, par rapport à Danone, hein, voilà, c'est une marque, une entreprise qui est souvent épinglée sur la question écologique, qui met en colère un certain nombre d'agriculteurs, qui fait partie des entreprises classées comme les plus polluantes au monde, etc. Voilà, il y a eu des papiers de reporters, notamment à Volvic, on retrouve encore les déchets plastiques de Danone. Voilà, il y a tout un tas de trucs. Je vous mettrai des ressources dans la description du replay. Mais globalement, Danone aussi, d'un point de vue environnemental, c'est une entreprise qui est régulièrement critiquée. Donc il y a vraiment ça qui est en jeu aussi lors de cette intervention d'Inox au salon de l'agriculture. Et pour Intercéréales, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Intercéréales, c'est donc une filiale de la FNSEA, comme je vous disais. Ils ont lancé il y a à peu près 1 an et demi tout un programme de communication à destination des 18-35 ans, je crois. Voilà, pour faire connaître cette industrie-là, les métiers des céréaliers,
voilà, dans l'agriculture et tout. Et le budget de cette communication, c'était 2,15 millions d'euros, dont 70% pris en charge par l'UE, si j'ai bien pris mes notes. Voilà, donc pour toucher les jeunes. Donc il y a eu un certain nombre de contenus qui ont été faits. On en avait parlé en live. Il y avait eu une vidéo du studio Bagel avec Léopold Lemarchand qui avait fait qui avait reçu beaucoup de critiques, de commentaires très très négatifs de gens qui accusaient Studio Bagel et Léopold de faire la promotion d'un lobby. Alors effectivement, on n'est pas sur le même type de lobby que les produits laitiers ou Interbev pour la viande, etc. et tout, dans le sens où bah voilà, il y a la dimension animale aussi sur les deux premiers lobbies dont je vous parlais. Mais globalement, ça avait fait beaucoup parler. Il y avait Paye ton influence qui avait fait tout un post Instagram voilà, en soulignant un petit peu les critiques que ça relevait. Le fait qu'en plus Intercéréales passait par une campagne appelée Les Céréales, donc ça ajoutait peut-être un degré de flou aussi sur qui était à l'origine de cette communication commerciale. Donc voilà, ça avait agacé un certain nombre de personnes. C'était évidemment pas les seuls à avoir fait la promotion. Domingo, il avait fait tout un live sur Farming Simulator avec un autre influenceur agriculteur, il me semble, qui s'appelle Stervio. Donc un truc, c'était sponsorisé par Intercéréales. À l'époque, il y avait même un Discord, je sais pas s'il est toujours actif, mais il y avait un Discord les céréales, etc. Enfin, une incitation, voilà, une grosse communication autour de ça. Et j'ai vu qu'en fin d'année, Intercéréales a été récompensé au trophée de la communication. Ils ont reçu le prix de la meilleure communication créative innovante, virale pour sa campagne Un monde sans céréales, qui sensibilise les 18-35 ans à l'importance des céréales avec humour et créativité, etc., etc. Visiblement, il y a eu 2,8 millions de personnes touchées et 10% de taux d'engagement avec cette campagne-là. Petite anecdote de tournage, parenthèse de Poppy Poops, Inox annonce sa venue à ses 10 millions d'abonnés sur Insta et quand son agent nous a vus avec nos caméras sur le stand Danone, il a demandé expressément à nous faire sortir. Énième exemple de rapport aux médias que je qualifierais au moins de problématique, ne serait-ce que pour la captation de la session questions-réponses a été empêchée alors qu'on était franchement pas dans une OP secrète. Alors moi sur les stories, j'ai vu qu'il y avait des caméras, peut-être que ça sera diffusé par Danone, mais encore une fois ça passera sous le filtre du service communication de Danone. Mais voilà, je suis désolé que on t'ait empêché de faire ton travail correctement. Je trouve pas ça normal parce que vous êtes journaliste, vous avez le droit d'assister à ce genre d'événement, quoi. C'est assez fou, mais ça montre bien une forme de, comme tu dis, de tension et de considération vis-à-vis des médias. Voilà, donc il y a eu Intercéréales en tout cas, alors malgré tous les critiques et les commentaires supprimés qu'il y avait eu, notamment sur la vidéo du studio Bagel, visiblement ils ont reçu un trophée au trophée de la communication. Et là-dessus, pour recontextualiser un petit peu encore plus, et là je relais 2 articles qui ont été partagés par Paye ton influence, Amélie Deloche de Paye ton influence sur LinkedIn, sous un de ses posts, mais encore une fois je vous mettrai les liens. C'est un article des Échos, alors j'ai oublié de mettre le logo, mais qui relayait notamment la parole de Jean-François Loiseau, président d'Intercéréales, qui considérait que voilà, les méga-bassines c'était agir pour le bien collectif. Donc il y avait ça a créé tout un débat aussi sur le positionnement d'Intercéréales vis-à-vis des méga-bassines et tous les enjeux vis-à-vis de l'écologie, etc. qui y a derrière. Et il y avait eu un autre article qui est intéressant, c'est en gros, c'était ce qu'on appelle le pantouflage, en gros la transhumance vers le privé des conseillers du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça, c'était 2023, mais ça montrait simplement que Marine Imbaud, qui était membre du cabinet de Marc Fesneau, qui était alors, je crois, qui était en charge des relations avec le Parlement, donc Marc Fesneau qui était celui qui était ministre de l'Agriculture, hein, vous le rappelez, on l'a vu sur la photo avec Inoxtag. Elle est partie travailler chez Intercéréales et elle est toujours responsable des affaires publiques chez Intercéréales. C'est-à-dire que ça montre une forme de lien très très politique entre globalement Intercéréales, le gouvernement Macron, même si Marc Fesneau n'est plus ministre de l'agriculture aujourd'hui. Voilà, ça c'est 2 petites ressources que je voulais vous partager en plus pour le contexte. Maintenant, si on parle un petit peu de ce qui s'est passé, hein, globalement, j'ai assez peu d'infos, mais j'ai pu voir, j'ai regardé une partie en live et j'ai revu le début du live de Samuel Etienne
puisque c'était sur sa chaîne qui était diffusé ce partenariat avec Inter-Céréales. Alors moi, encore une fois, je peux pas affirmer totalement certaines choses parce que voilà, mais à ma connaissance, la mention de la communication commerciale était présente dans le titre, c'est-à-dire que le titre du live c'était en direct du salon d'agriculture avec nos invités, on échange et on joue autour de la filière céréalière française. Hashtag publicité. Mais à mon sens, et j'ai regardé le début du live, etc. Et en fait, globalement, il n'y a pas de signalétique qui rappelait qui payait ce live. Samuel Etienne, à la fin du live, a remercié Intercéréales en disant que c'était grâce à eux que ce live avait pu se mettre en place. Mais voilà, c'était pas, à mon sens, une mention explicite. Il y avait la mention publicité, hein, encore une fois. Il y avait le petit message contient contient un contenu rémunéré, enfin le truc automatique de Twitch. Mais encore une fois, on savait pas forcément de qui on parlait. Et à mon sens, ça n'a pas été vraiment mentionné. Et même en fait, si c'est mentionné à un moment du live, il y a les gens qui viennent et qui repartent. Ce qu'il aurait fallu, je pense, dans l'idéal, et là, c'est pas une réflexion juste sur ce live-là, mais de manière générale, vis-à-vis de la transparence pour les personnes qui regardent, il aurait fallu peut-être un logo de rappel qui peut popper en disant voilà, live sponsorisé par Intercéréales. Donc je pense que c'est ça qui manque un petit peu dans la signalétique. Contient une collaboration rémunérée. Je crois que le mot c'est rémunéré dans la signalétique automatique des lives Twitch. En tout cas, quand on coche la case avant de lancer son live. Voilà. Et le truc qui m'a fait marrer, c'est que il y a quand même le logo d'Intercéréales qui apparaît, mais le logo, il apparaît uniquement sur la casquette d'un des invités. Ça, le logo, je me suis dit, ah, mais ce logo, il est familier, c'est le logo d'Intercéréales, en fait. Et je me suis dit, ah, c'est marrant parce que, en fait, sur le live en tant que tel, vous voyez hein, le plateau, c'est un plateau assez classique avec un écran, du popcorn parce que c'est du maïs, hein, donc voilà les céréales, etc. Il y a des bottes de foin, voilà du blé et tout. Mais à mon sens, voilà. Sur les conséquences juridiques réelles suite à des manquements à la dernière loi, ça je saurais pas vous dire honnêtement parce qu'en soi il y a la signalétique. Moi à mon sens c'est ce qui manque peut-être là sur le live comment il a été construit, c'est la mention d'Intercéréales et que cette mention puisse être visible pour les personnes qui débarquent en plein live par exemple. Voilà, parce que même s'il l'avait dit au début du live ou à la fin du live, en fait les gens qui arrivent au milieu du live et qui repartent avant la fin, donc voilà. Ça, alors à Zurich, on peut pas affirmer qu'on lui a demandé ou pas de pas le faire. Hein. Des fois aussi, c'est en fait il y a un truc aussi, c'est que les personnalités continuent aussi à apprendre un petit peu la meilleure signalétique. Des fois c'est des accords, c'est ce genre de choses. N'empêche que, à mon sens, il y avait un manque de lisibilité du partenaire qui était derrière et qui finançait ce live-là. Je reviens maintenant sur une question qui a été posée un peu plus tôt sur le côté Samuel Etienne, journaliste, qui fait des partenariats, notamment là avec Intercéréales, etc. Je trouve, à mon sens, que l'aura dont il bénéficie dans sa posture de journaliste on va dire, infuse sur les moments où il va proposer des contenus sponsorisés, quoi. Est-ce qu'il faut séparer le journaliste du streamer? Mais c'est un débat passionnant, moi, j'en ai déjà parlé un petit peu de tout ça, hein. C'est quelque chose qui est essentiel, qu'il faut creuser, qu'il faut continuer à discuter, et Samuel Etienne, il symbolise énormément ces débats-là depuis qu'il a opéré depuis qu'il a enfilé cette nouvelle casquette et qui maintenant il stream des dizaines d'heures par mois mais c'est super intéressant, c'est vraiment super intéressant. Et alors est-ce qu'il travaille encore chez France Info? Pas à ma connaissance, je crois qu'il y a question pour un champion. Il est toujours employé de France Télévisions et je crois plus qu'il soit chez mais en tout cas, voilà, sur Twitter, il se présente toujours comme journaliste, animateur, streamer, et sur France Télévisions, etc. Donc voilà. Mais visiblement, oui, de ce que je vois, il continue uniquement question pour un champion. Le côté journalistique de Twitch aussi. Et puis vraiment cette casquette de streamer qui a pris énormément de place, quoi. Voilà. Et c'est comme Jamie Gourmaud. Alors, Jamie Gourmaud, il se présente pas comme journaliste en soi, hein, à ma connaissance. Il se présente comme vulgarisateur. Mais les questions se posent aussi. Et Jamie Gourmaud a aussi fait
des partenariats avec Intercéréales, enfin le programme Les Céréales, qui est en fait cette campagne de communication qui passait beaucoup par Webedia. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Mais ça va être très intéressant de voir comment ça va être traité par les médias. Il y a Poupy Poops là qui est journaliste et tout, donc ça va être intéressant. BXL, on parle du salon de l'agriculture et de la présence des créateurs de contenu là-bas et des liens entre lobby, marque et créateurs de contenu. Inoxtag, alors à ma connaissance, donc là, c'est arrivé il y a quelques heures, mais j'ai pas vu, mais Inoxtag, en gros, il était présent donc, sur le stade Danone pour répondre aux questions des enfants. Donc visiblement, il y avait des enfants très jeunes qui étaient là. Il a répondu à leurs questions. Il a répondu aux questions d'une représentante de Danone, si je me trompe pas. Vous voyez un petit peu le décorum, c'est des tables avec beaucoup de produits laitiers, j'ai l'impression. Et après, il a fait une dédicace. Donc voilà, à voir comment ils vont communiquer là-dessus. Je vais peut-être retourner voir rapidement sur Instagram s'il y a de nouvelles stories, mais j'ai pas l'impression à ce stade. Je regarde, mais à ma connaissance, et attendez, Inoxtag, est-ce qu'il a fait des stories? Pour l'instant, Inoxtag n'a pas fait de story du tout, donc à suivre. Poupy Poops, de mon côté, pas sûr que le sujet aboutisse par manque d'intérêt de la chefferie, mais je pousse pour. Ah là là. J'espère que ça va le faire. On a besoin de ces sujets-là, et on a besoin de ces sujets-là dans des médias comme le tien, donc je te souhaite vraiment bon courage, et je peux que comprendre ta difficulté à convaincre. Voilà. Je pensais qu'il éviterait la com avec les produits laitiers après la photo l'an dernier avec un ministre centriste. En fait, alors là, c'était plus un problème avec le ministre du gouvernement Macron, etc. Mais les produits laitiers, il a continué à les faire. Les produits laitiers, c'était un partenaire central de son ascension dans l'Everest, à l'Everest. Donc en soi, ça continue, ça reste un influenceur central dans la communication de ce lobby-là, quoi. Donc voilà. Voilà pour ce sujet-là. Je vais passer à la suite parce que quand même, il faut qu'on avance un petit peu. Je fais juste une petite parenthèse parce que la semaine dernière, je parlais de Joyka qui était à Los Angeles pour rencontrer MrBeast, etc. Il a sorti une nouvelle vidéo qui, moi, m'a un peu interpellé. En gros, il a fait une vidéo avec MrBeast pour... Samuel Etienne dit dans un papier du Monde récemment qu'il n'a jamais été... il n'a jamais reçu de critiques ou de remontrances de France Télé vis-à-vis de son activité de streamer. Merci beaucoup, Leto Seldon. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci pour ton message. Et je suis toujours content de voir que ça intéresse de nouvelles personnes, même si là, je pars en hibernation de live, en tout cas. Et donc, Joyka, en fait, ça m'a... C'est assez dingue. En fait, il a fait tout un storytelling pour dire je vais proposer à MrBeast d'enregistrer des sons, d'enregistrer sa voix pour derrière faire un morceau qui, j'espère, va devenir disque d'or pour, en gros, je sais pas, un exploit. Parce que Joyka, c'est vrai que dans son storytelling personnel, il a démarré aussi beaucoup en récupérant des morceaux de vidéos de youtubeurs qu'il aimait bien pour en faire des sons un peu parodiques, humoristiques, etc. Produits. Et en fait, la vidéo... moi, c'est vrai qu'effectivement, je suis assez d'accord avec Argovlus. C'est une grosse prod, une grosse mise en scène pour pas grand chose au final. Voilà, chacun se fait l'avis qu'il veut sur la chanson. Moi, le morceau me parle pas du tout parce que c'est MrBeast qui parle de croissant et de baguette et de banger, je crois, avec un vocodeur poussé à fond. Et c'est assez particulier parce que même si, comme le dit Sid, même s'il a tourné ça en décembre et tout, qu'il y avait le contexte promotionnel, que à ma connaissance il était invité par Amazon Prime pour assister à la soirée un petit peu de lancement de projection de Beast Games, donc le jeu Amazon Prime de MrBeast. En fait, c'est vrai que là il y a un truc un petit peu de fascination de Joyka pour ce qu'a réussi à faire MrBeast. Dans la vidéo précédente, on le voyait conduire un Cybertruck, donc la voiture d'Elon Musk, qui est devenue le bras droit / président numéro 2 de l'ère Trump numéro 2, enfin du second mandat de Trump, avec tout le chaos que ça entraîne, notamment pour les jobs fédéraux, etc.
Enfin, c'est un bordel sans nom là-bas. Et c'est vrai que c'est un peu le timing, même si ça a été tourné avant, etc. Encore une fois, je le répète, le timing est très 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 particulier pour de voir une vidéo comme ça où voilà, on célèbre le youtubeur libertarien par excellence, qui, je le rappelle, a eu un certain nombre de polémiques et de critiques dans le cadre du tournage de son émission, et même au-delà de ça, quoi. MrBeast, ça a beau être le youtubeur le plus puissant du monde, c'est aussi l'un de ceux qui a le plus de polémiques à son actif, quoi. Donc c'est assez dingue, hein. Même je sais que Amixem aussi, c'est quelqu'un qui s'inspire énormément de MrBeast, qui en parle régulièrement, qui blâme même sur le fait qu'il lui a piqué un peu des concepts et tout, qui a fait des partenariats avec lui. C'est assez fou, mais bientôt j'espère vous reparler d'un autre vidéaste francophone qui bosse avec MrBeast, où il y a un truc assez fascinant à creuser, mais voilà, je vous en reparlerai. Je voulais juste vous faire cette petite update sur Joyka parce que je trouve ça assez intriguant, on va dire, et je suis curieux de voir combien d'écoutes va faire son morceau, tout simplement. Et sachant que, je le reprécise, il a dit que tous les dons seraient l'argent pas les dons, mais l'argent récupéré grâce à cette musique et sa diffusion serait reversé à l'UNICEF. Voilà, c'est quelque chose qui dit très rapidement, c'est pas du tout un enjeu pour MrBeast ou quoi. L'enjeu pour MrBeast, c'est que Joyka atteigne un certain seuil d'écoute pour se faire tatouer le nom du projet sur le coude. Voilà. Bon. Donc voilà, petite parenthèse pour parler de ça. Ouais, visiblement, si ça finit disque d'or, je crois, Joyka va se faire tatouer Disco Beast, qui est le nom du projet, du morceau, sur le coude. Premier sujet, on va parler de la HMI House. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux, sur X principalement, parce que voilà, je suis un peu moins sur Snapchat, mais c'est un gros truc. C'est un projet porté par le plus gros Snapchatter français actuellement, qui a plus de 10 millions d'abonnés, donc je me suis dit, là, il faut en parler. C'est un hashtag qui vous avez sûrement vu passer sur les réseaux à un moment ou à un autre, sans forcément comprendre qui était à l'écran, ce qui se passait, quel était le contexte, etc. Donc, je vais vous expliquer ça. Surtout que je trouve que ça fait suite un petit peu, et ça complète bien le segment que j'avais pu faire sur Nasdaq, qui est l'autre grosse star de Snapchat en France. Je crois que c'était la semaine dernière que je vous en parlais. Donc, HMI House, c'est une télé-réalité qui a lieu, qui là va être en pause un petit peu, mais qui a eu lieu en Thaïlande ces dernières semaines même. Mais avant de parler de cette télé-réalité-là, Snapchat, je vais vous parler de HMI, qui est le monsieur que vous voyez à l'écran. HMI, c'est un jeune homme de 29 ans qui a aujourd'hui 10,9 millions d'abonnés sur Snapchat, sachant qu'il a passé le cap des 10 millions il y a une semaine à peu près, donc son nombre d'abonnés continue à grossir. Donc ça, il avait fait à la base des études d'informatique, je crois, pendant 5 ans, puis il a lâché ça, puis il a commencé à filmer un petit peu sa vie sur les réseaux, et ce qui l'a fait un peu percer, c'est globalement le fait qu'il faisait des cadeaux à sa communauté. Il y a un truc similaire avec Nasdaq, c'est ce côté genre régaler la communauté, régaler l'entourage, etc. Il a fait beaucoup de concours aussi sur les réseaux, sur Instagram, même s'il y est moins présent aujourd'hui, pour faire gagner des téléphones, une voiture, même des sacs. Il a tellement eu de succès qu'on en a parlé. Est-ce que c'est propre aux influenceurs Snapchat? Je ne saurais pas dire de manière générale, mais en tout cas pour lui, oui, ça c'est sûr. Et je pense qu'il a vu aussi ce qui marchait peut-être avec Nasdaq, et voilà. Donc je pense que c'est pas anodin. Puis comme Snapchat, c'est un réseau plus discret, sur le côté un petit peu, ouais, mais comment t'organises ça? Comment légalement ça peut se passer un petit peu, la distribution de cadeaux, d'achats et tout. En fait, je pense qu'ils sont un peu plus tranquilles pour expérimenter des types d'interactions qui légitimement peuvent poser un certain nombre de questions à mon sens. Effectivement, tu fais bien de le mentionner, Roy Midas. En fait, il a été aussi assez relayé dans les médias parce qu'il a provoqué, pas volontairement à mon sens, mais des mouvements de foule à Bruxelles quand il était avec
Ibra TV lors d'un meet-up dans le cadre du HMI Tour. Donc c'était censé être une tournée pour rencontrer ses fans. Je crois que ça avait été, il y a eu un événement effectivement interdit à Lyon dans la foulée par la préfecture parce que ça aurait été trop le bordel. Et donc voilà, merci Emeline, merci beaucoup et merci pour vos messages tout du long. Je continue à faire mon speech un petit peu et à dire ce que j'ai à dire, mais je lis tous vos messages et merci, c'est vraiment adorable. Et donc il y a eu ça, donc voilà, en gros c'est vraiment cette personnalité connue pour régaler et il a gagné de plus en plus d'abonnés. Ah oui, petit exemple, c'est le Parisien qui disait: il lance régulièrement des concepts de jeux avec de nombreux lots luxueux ou chèques importants à gagner. Il a par exemple posté une vidéo dans laquelle il propose à des passants de se raser la tête contre des smartphones. HMI organise aussi des chasses au trésor à Dubaï ou encore à Miami, lors duquel il annonce que les participants peuvent gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, il y a une gamification aussi de son contenu, une implication des abonnés à différents degrés, et c'est pour ça que derrière on se retrouve avec des mouvements de foule, parce qu'en fait les gens se disent je vais peut-être repartir avec un iPhone ou avec une somme d'argent conséquente, quoi. Et un autre truc qu'il faut mentionner, c'est qu'il a lancé un club d'entrepreneurs, c'est le Moula Club, avec des abonnements par mois à 39,90 €. Donc il a lancé ça je crois en 2023, mais c'est un peu flou. Le site existe encore, on peut encore acheter l'abonnement, mais sur Instagram il n'existe plus vraiment. Enfin voilà, l'entreprise existe toujours, j'ai regardé et tout. Voilà, mais moi quand je vois club d'entrepreneurs, etc. et tout, moi j'ai un petit peu des alarmes qui s'allument. J'ai pas eu le temps de creuser parce que là j'ai fini la préparation du live à 18h20. Mais voilà, il y a cette entreprise là qui existe, qui a fait partie un petit peu de son business. Mais bon, je vais vous montrer juste pour que vous cerniez un petit peu le caractère du personnage, son approche, sa vision des choses. Il avait fait une vidéo pour annoncer son retour un moment après une pause de 3 mois. Il revient un petit peu sur son parcours, etc. Et on comprend vraiment mieux, je trouve, son état d'esprit. Il revient un peu son passé, sur ses boulots d'avant, etc. et tout. 2016, j'en ai fait du chemin depuis cette époque. Mais est-ce que je suis plus heureux qu'avant? C'est la question que je me pose tous les jours devant mon miroir. Est-ce que je profitais pas plus quand j'étais en Hesse? Je me pose cette question tous les jours. Et tous les jours, je me dis que ouais, l'argent fait le bonheur. Grâce à Dieu, j'ai acheté ma première villa. Toute ma famille n'a plus besoin de travailler. Et pour moi, c'est ça le bonheur. Redistribuer tout ce que tu gagnes. Profiter solo de tout ça, c'est pas pour moi. J'y prends aucun plaisir. Les réseaux sociaux, c'était pas dans le plan, je vous dis la vérité. Ça m'est même monté à la tête. Je m'attendais pas à tout ça. Tout ce succès, des foules qui se déchaînent pour moi. Est-ce que je mérite tout ça après tout? Suis-je vraiment fait pour cette vie-là? Trop de questions, j'ai décidé de faire un break. Une vraie pause. Je me voyais même arrêter totalement. Je voulais retrouver les plaisirs quotidiens que j'avais perdus. Les choses simples de la vie auxquelles on n'accorde pas forcément beaucoup d'importance, mais qui définissent qui on est. J'en avais besoin, je vous jure. J'allais tellement mal. Alors j'ai fait le mort. Ça m'a permis de faire le tri. J'ai perdu énormément de gens autour de moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est mieux comme ça. 3 mois. Il m'a fallu 3 mois. J'ai refusé toutes les interviews, les passages télé, les concepts. Je me suis fait discret, je me suis retrouvé et j'ai travaillé. On a préparé notre plan. J'ai préparé mon plan. L'objectif est simple. Maintenant que je vais mieux, je reviens pour tout éteindre. Voilà, donc désolé pour les petites coupes, c'est qu'en gros on passe d'une story à l'autre, donc ça fait des petites coupes de son que c'était pas très agréable, mais voilà. Bon bref, ça c'était juste une vidéo un petit peu d'annonce de retour, etc. Et donc il y a cette personnalité-là, et en fait, comment dire, la HMI House, donc maintenant j'y viens, en fait elle a été lancée à l'été 2024, donc c'est une télé-réalité de type à la fois défi sportif, stratégique, très sensationnel. La première édition c'était très influenceur, ça a eu lieu à Dubaï. Les spectateurs pouvaient aussi voter, donc il y avait une implication du public. Et donc c'est un extrait que je peux vous montrer peut-être de la finale. En gros c'est ça, parce qu'en fait les épisodes, tout était filmé, diffusé, commenté par HMI sur Snapchat, et la finale est diffusée sur YouTube, et c'est vraiment un gros truc, quoi.
L'équipe Lafares vient d'arriver à la montagne et Boussif et Louki, le talon, ils arrivent aussi. Cette épreuve-là, ça va être seulement physique et physique. Là, l'équipe, ils vont devoir escalader le fort pour accéder au gardien du coffre. L'équipe Le Gardien, je leur ai ramené un colosse. Vous allez le voir, vous allez péter les plombs. Allez! Allez, ça va être physique là, voilà. C'est beau quand même, hein. Voilà, donc là, c'était les 3 finalistes qui s'affrontaient un petit peu pour avoir le Grand Prix. Je crois que c'était 50 000 € pour le gagnant. Donc, il y a eu ensuite donc l'annonce de la HMI House numéro 2. Et là, je crois que j'ai un extrait d'interview de Voici, voilà. Il avait donné une interview à Voici il y a quelques semaines, ou en gros, donc cette fois, ça s'est passé. Merci SJW de tes petits morts, la dernière, merci beaucoup. Et en gros, donc cette fois, ça se passe en Thaïlande pour une émission encore plus intense et interactive, dit-il. Pendant 30 jours, des créateurs vont s'affronter dans des épreuves inédites avec une finale exceptionnelle. Les abonnés auront un vrai rôle, ils pourront voter, influencer les épreuves, donner des handicaps ou des avantages aux candidats et même changer complètement le cours du jeu. Dès la première épreuve, on a mis la barre très haut. Les candidats ont été envoyés aux 4 coins du monde, du Kenya aux États-Unis en passant par la Chine et l'Australie, pour trouver et ramener l'objet le plus insolite choisi par le public. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3,5 millions de vues en 17 heures, près de 6 millions en cumulé en 24 heures et on vise 150 millions de vues d'ici la fin de la house. Tout sera diffusé sur mon compte Snapchat principal avec des épisodes en exclusivité, des interactions en temps réel. La grande finale, elle, sera diffusée sur YouTube avec une production encore plus massive. Il veut en faire un événement phare du Snapchat français en 2025. Et donc là, en fait, ces dernières semaines, ce que vous avez vu sur les réseaux par petits extraits et tout, c'est globalement des extraits de la HMI House qui est diffusée sur Snapchat, à la fois par HMI mais aussi par les autres personnalités qui sont beaucoup d'influenceurs Snapchat, donc on ne connaît peut-être pas forcément si on n'est pas familier de l'application. Et il y a déjà énormément de contenu, de défis. Je ne vais pas forcément tout vous lister, mais c'est massif dans le sens, il y a à la fois, il y a eu des combats de boxe, il y a eu des espèces de roast aussi organisés entre les candidats. Il y a eu ces tests un petit peu à la Fort Boyard, ils doivent mettre la main dans une boîte et deviner ce qu'ils touchent. Donc ça peut être des rats, des souris, ça peut être un autre candidat, etc. Évidemment, il y a eu beaucoup de commentaires aussi sur les interactions entre les candidats. Et alors effectivement, ça ressemble énormément à une télé-réalité. L'une des grosses différences ici, c'est que la caméra, c'est pas des caméras fixes ou des gens qui courent après les candidats et quand ils essaient de retrouver leur compagne qui les a trompés sur la plage en criant Montoya, etc. Là, c'est vraiment HMI qui est lui-même le caméraman et la voix off en direct de tout ça. C'est-à-dire qu'on va régulièrement aller le voir interagir avec les candidats, les candidates, leur faire des vannes, susciter des discussions ou des fois titiller un peu une personne pour les pousser à se vanner ou à se clasher des fois. Et donc il y a énormément d'intrigues qui sont mises en place. Les gens, forcément, ça crée aussi beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Vous avez dû les voir. Voilà, donc les gens qui reprennent des extraits, qui font des cap écran, qui disent telle candidate je l'aime pas du tout, si vous votez pour elle je vais péter un câble, telle personne a complètement raté sa danse, ils sont nuls alors que elle est super, elle a l'air vraiment géniale. Donc vraiment là on est sur les mécaniques de télé-réalité assez classiques, la différence étant que c'est sur un réseau assez différent, sans le cadre d'une télé-réalité, et encore le cadre d'une télé-réalité il est ultra critiquable là-dessus. Encore une fois, si vous voulez lire le livre de Constance Villanova, n'hésitez pas sur la télé-réalité. Elle revient pas mal sur ce que c'est les tournages, les situations pour les candidats, comment ils se font manipuler par la production, comment eux-mêmes aussi ont des fois un agenda aussi, une volonté de visibilité et tout. Donc voilà, tout ça c'est assez dingue. Honnêtement, c'est un lore, comme on dit, qui est massif. J'ai pas pu me plonger dans tout, j'ai regardé beaucoup de contenu, et il y a même HMI en Thaïlande, il croise déjà énormément de Français, il y a limite des mouvements de foule là-bas parce que les gens savent qu'il est là-bas et qu'il y a pas mal de Français qui sont là-bas en voyage ou qui vivent là-bas,
et il croise des fois des personnes qu'il connaît, c'est-à-dire il a croisé 2 personnes qui faisaient des massages dans un salon thaï et tout, qui va les voir, et ça rajoute des personnages. Mais vraiment c'est assez fou de voir ce qu'il a réussi à créer en termes de narratif, quoi. Merci Miss Mev pour le lien du livre de Constance. Ça s'appelle Vive pour les caméras. Et c'est chez JC Lattès. Donc voilà. Dernière remarque, si j'ai bien compris, ils mettent en pause la HMI House alors qu'ils ont fait les demi-finales, je crois. Ils font une pause pour le Ramadan et ils feront la finale ensuite. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre là dans les quelques derniers tweets que j'ai vu passer. Voilà un petit peu ce que je peux dire là-dessus. J'ai été assez succinct. Mais voilà, je me dis qu'au moins maintenant, si on parle de HMI House ou que vous pouvez passer des tweets là-dessus, vous pouvez, vous avez un petit peu plus de réflexe. Et oui, Yovcheko, c'est sur, c'est toute une télé-réalité, tout un lore, tout un casting de personnages directement mis en scène sur Snapchat. Et je peux vous montrer, pour finir, je peux revenir sur le compte de HMI, mais je vous montre un petit peu, je sais pas, une des vidéos les plus vues, mais ça part un peu dans tous les sens, hein. Désolé, ça crie un petit peu, hein, c'est compliqué des fois, mais... T'as des sentiments, comme un instant pour que tu rentres dans tes rêves de mort. T'es soleil de ma vie, pourtant c'est toi qui es bronzé. Je te donne de l'amour et des chiffres à volonté. Voilà, donc il se passe plein de choses. Le public de Snapchat, c'est difficile de définir, mais c'est un public assez jeune. Quand on regarde les rassemblements, c'est vraiment beaucoup d'ados. Qui est beaucoup plus diversifié que le public de pas mal de communautés Instagram, je dirais. Et voilà. Regardez le public de Nasdaq qui est dans un quartier très qui a grandi dans un quartier très complexe, etc. et tout. Je pense qu'il y a, mais encore une fois, j'ai pas d'éléments sociologiques en fait. Je peux pas vous dire. Je sais juste que c'est un public beaucoup plus diversifié, masculin, mais pas seulement. C'est assez, notamment sur des concepts un petit peu comme ça, comme le propose HMI. C'est juste que effectivement, c'est un public qui, je pense, échappe pas mal à pas mal de créateurs de contenu très mainstream blancs qu'on retrouve sur YouTube ou sur Instagram. Voilà. Je pense que je peux juste dire ça de manière à peu près certaine. Et voilà, mais c'est majoritairement un public vraiment très jeune. Voilà. Je vais passer au sujet suivant. Donc là, je vais mettre quelques trigger warnings juste parce qu'on va parler de transphobie. Je vais pas vous partager des messages transphobes. Il y en a eu énormément. Voilà, je vais juste vous partager le message d'une personnalité politique. Et c'est tout. Je vais essayer de pas activer des triggers qui sont pas nécessaires, parce que quand on parle de transphobie, je pense que vous imaginez le genre de propos immondes qui peuvent être proférés. Je vais commencer en disant que le 18 février, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe d'e-sport Solari, qui est une équipe très implantée dans le milieu, qui est connue, je pense que c'est un nom qui vous est peut-être familier si vous vous intéressez même de loin à ce milieu-là. Ils ont présenté leur nouvelle équipe féminine, leur nouveau roster féminin pour la saison 2025 sur le jeu League of Legends. Donc dans l'équipe, donc il y a, là je cite, il y a Sekean qui est head coach et Fangs qui est coach assistante. Et dans l'équipe, il y a donc Pivotless qui est top lane, donc c'est des positions dans le jeu League of Legends. Il y a Thorn qui est jungle, Lilith qui est mid lane, Clef qui est AD carry et AOC qui est support. Alors je précise tout de suite, étant moi-même pas le plus familier de l'écosystème de l'e-sport, je vais peut-être prononcer des fois mal certains pseudos ou certains termes. Voilà, et je vais parler de l'équipe juste après. Et c'est marrant parce que c'est pas un journaliste de l'équipe qui l'a fait, c'est un journaliste, un représentant d'un média qui parle d'e-sport, je crois. Mais je vais revenir après là-dessus, Marco. Voilà, et donc il y a cette présentation là avec ces 5 femmes là qui font partie de l'équipe, plus l'assistante coach et le coach. Donc
les gens derrière, il y a eu évidemment beaucoup de gens qui saluaient le qui saluaient la nouvelle, mais il y a eu aussi derrière énormément d'insultes et de propos transphobes, tout simplement parce qu'il y a 3 joueuses de l'équipe qui sont trans. Voilà. Et ça n'a pas plu du tout à beaucoup de personnes sur Internet, des personnes transphobes, beaucoup d'hommes. Il y a eu un flot, il y a eu un cyberharcèlement extrêmement violent sur les réseaux sociaux. C'est vraiment horrible, hein. C'était horrible de voir les réponses ou les citer sous les tweets de Solari qui faisait l'annonce de ce nouveau roster. Il y a eu vraiment des messages dégueulasses, hein, tout simplement, faut le dire. Il y a eu aussi des messages de soutien de personnalités comme Kenny Stream qui a vraiment fait un long tweet en disant voilà, les femmes ne sont pas biologiquement inférieures aux hommes sur les jeux vidéo et non, avoir des personnes transgenres dans une équipe féminine ce n'est pas de la triche, etc. Parce qu'en fait derrière le propos des personnes transphobes c'était de sous-entendre que avoir des femmes trans c'était pas normal pour les femmes qui n'étaient pas trans dans d'autres équipes, etc. Parce que, soi-disant, les femmes trans allaient être meilleures que les autres. Voilà, c'est tous les débats qui existent depuis longtemps vis-à-vis de la place des femmes trans dans le sport. C'est tout ce qu'on voit aussi aux États-Unis actuellement sur les interdictions qu'on met sur les femmes trans, les personnes trans de manière générale aux États-Unis. Enfin, c'est un climat qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très violent. Et voilà, il y a beaucoup de misogynie, hein, comme le dit Colas aussi, qui se mélange à de la transphobie. Et ça, c'est vraiment horrible. Kenny, je l'ai cité en premier parce que c'est une des personnalités les plus visibles. Il y a évidemment d'autres créatrices de contenu qui ont pris la parole. Il y en a eu beaucoup, hein, beaucoup de femmes, hein, encore une fois, hein, qui ont pris la parole. Il y a eu Laure Vallée qui est journaliste e-sport, enfin qui commente, si je me trompe pas, un certain nombre d'événements et qui est très très implantée dans l'industrie e-sport. Il y a Marie Palot qui est créatrice de contenu que vous connaissez peut-être, qui a dit certains se sentent investis de la cause féministe. 1 minute pour cracher leur transphobie. Restez entre vous, dans votre jus, personne veut de votre force à vous les femmes. Voilà. Il y a eu aussi des réactions plus politiques. Il y a le député Hugo Bernalicis qui a expliqué, qui a tout simplement dit que la haine transphobe n'a sa place nulle part, y compris dans l'e-sport. Les insultes et menaces sont intolérables. Soutien à l'équipe de Solari TV. Il y a eu un certain nombre de soutiens aussi d'équipes e-sport, de groupes de supporters, etc. Donc voilà, il y a eu quand même des messages de soutien qui sont assez importants. Mais j'étais surpris, ou alors je les ai peut-être ratés, mais de voir des influenceurs très très mainstream ne pas prendre la parole là-dessus, ça m'étonne. Alors que dans le milieu de l'e-sport, il y a quand même des grosses célébrités qui évoluent dans cette discipline. Et ça, c'est... Et oui, effectivement, le fait que Kenny, c'est pour ça que j'ai cité en premier aussi, c'est que lui, il n'est pas directement concerné en tant que homme cis, voilà, à ma connaissance. Enfin, que c'est... Voilà. En revanche, il y a un autre type de récupération, cette fois vraiment politique. Hein, donc voilà, bon, à gauche, il y a Hugo Bernalicis qui a fait son tweet, mais il y a aussi un tweet côté extrême droite de Marion Maréchal. Bon, je vais vous le lire, mais encore une fois, je vous lis juste celui-là, parce que c'est important d'avoir du contexte. Marion Maréchal qui dit après le suicide wokiste d'Ubisoft et le héros non-binaire dans Dragon Age, entre guillemets, on découvre que, là, je vais pas le dire parce qu'elle mégenre totalement les joueuses de l'équipe en disant, voilà... elle les mégenre totalement. Je veux même pas le lire. Et elle rajoute d'ailleurs même dans les compétitions d'e-sport. Voilà, donc encore une fois, l'idéologie trans est partout. Donc voilà, le discours derrière immonde, transphobe qu'on retrouve et qui est diffusé là. Donc voilà, c'est terrible. C'est vraiment, vraiment terrible. Il y a eu une réaction, donc ça c'était le 21 février, mais dès le lendemain des premiers tweets d'insultes. Et donc il y a eu un communiqué de Solari
qui dit une de nos priorités en tant que structure e-sport est avant tout de promouvoir l'inclusivité, de lutter contre le cyberharcèlement et de sensibiliser aux problèmes liés à la santé mentale. Nous ne tolérons aucun propos allant en compte de ces principes qui devraient être les piliers d'un écosystème sain et respectueux envers tous les acteurs, quel que soit leur genre, leur origine ou leur confession. Cette déferlante d'insultes et d'injures fait écho à la libération des paroles discriminatoires que nous observons sur les réseaux sociaux. Nous remercions la communauté Solaré ainsi que celles et autres organisations qui se sont montrées solidaires et protectrices envers nos nouvelles recrues. Etc., etc., etc. Donc il y a eu ce communiqué-là. Il y a aussi eu les membres du roster qui ont pris la parole. Il y a Lilith qui a fait plusieurs tweets. Alors il y a deux des joueuses de l'équipe qui ont leur compte en privé. Donc je sais pas si leur compte était en privé déjà avant l'explosion de cette vague transphobe, ou si c'est venu en conséquence de ça, mais voilà, donc j'ai pas pu voir si elles avaient réagi potentiellement, mais Lilith, donc qui est directement concernée, a fait plusieurs tweets là-dessus, en disant voilà, plus j'y réfléchis, ce serait cool que des médias, qu'on ait des médias pour s'exprimer sur le thème de la scène féminine, genre des personnes comme Domingo, même Samuel Etienne, je sais pas, mais d'avoir le plus de visibilité possible pour vulgariser, expliquer, parler et débattre. Elle avait même rajouté la veille les commentaires transphobes, encore des hommes cis qui s'intéressent à l'e-sport féminin que pour taper sur des gens qui ne connaissent strictement rien de la scène. C'est littéralement à cause d'eux que nous sommes ici. Bref, assez de Twitter pour aujourd'hui. On se voit bientôt. Les tweets sont pas attaquables pour incitation à la haine. Si, mais encore une fois, après, ça demande énormément d'efforts pour rassembler les preuves, faire un dossier, aller porter plainte, avoir la patience du dossier d'instruction, enfin, tout ce qu'on s'est dit aussi pour le cas d'Ultia, etc. Donc voilà. Il y a eu Clef, qui est une autre joueuse qui a fait plusieurs tweets. Il y a eu House aussi qui en a parlé. Qui a dit notamment « Je vais m'évanouir, c'est pas possible d'avoir encore ce genre de pensée en Big 2025. Mais merci à tous de prouver encore une fois que cette ligue inclusive est nécessaire. » Donc il y a eu des réactions directes des membres de l'équipe. Il y a eu des tweets évidemment du coach qui dit « Je dirais qu'une fois j'ai construit cette équipe et si vous en avez un problème avec une joueuse, vous en avez aussi un avec moi. Chacune a mérité sa place dans l'équipe et répond aux critères des GC mis en place par Riot. » Donc les GC, j'ai l'impression que c'est les règlements. Je ne connais pas cet acronyme. Et il rajoute « La haine n'a pas sa place dans l'e-sport ». Et vous pourrez aller voir aussi des tweets de Alunea, j'espère que je prononce bien, qui a fait plusieurs tweets assez détaillés pour parler un petit peu de ce sujet-là en profondeur. Aux critères des game changers, ok, d'accord, j'essaie. Merci. Voilà, et je terminerai juste aussi sur ce sujet-là en mentionnant donc effectivement un article de l'équipe qui a été publié et qui a été écrit par Lucas Jacques qui est attendez, faut que je le retrouve, mais Lucas Jacques en fait il gère, je crois, il bosse pour le média Chip eSport, je vérifie juste. Mais il me semble que c'est quelqu'un qui bosse pour ce média-là, qui a beaucoup d'informations sur le milieu. Et il y a cet extrait qui est intéressant que je vous lis. La science a par ailleurs écarté l'idée que les personnes de sexe masculin auraient un avantage biologique dans la discipline. Selon une étude parue dans Journal of Computer Mediated Communication, par exemple, il n'existe aucune disparité significative de performance basée sur le genre. La vitesse de progression des femmes est au moins aussi rapide que celle des hommes et parfois même plus rapide. Selon cette étude, les écarts de niveau homme-femme existent bel et bien et se traduisent aujourd'hui par l'absence des femmes dans les plus hautes sphères de l'e-sport dites mixtes, mais résultent davantage de facteurs socio-culturels, notamment parce que les jeunes garçons sont amenés plus rapidement à la compétition. Et là, il cite Vicky qui est une ancienne capitaine assez connue dans le milieu, qui était qui est peut-être toujours chez Vitality. Elle dit dire que les femmes trans ont toujours eu un avantage en ayant été socialisées comme des garçons est une vision trop simpliste. Certaines ont peut-être eu plus d'opportunités d'accéder aux jeux vidéo plus jeunes, mais d'autres ont vécu des expériences de rejet, de dysphorie ou d'isolement qui ont pu freiner leur progression. Et c'est assez intéressant. Et effectivement, Riyad, je crois que tu me rappelles que Kamel, il avait parlé un petit peu de ce sujet-là et tout.
Il faudrait que je retrouve, je me rappelle plus exactement, mais il me semble me souvenir de propos assez intéressants sur la place des femmes dans le milieu e-sport, et ça m'avait marqué, mais il faudrait que je retrouve, j'ai plus la citation exacte. Bref, voilà, je voulais parler de ça parce que c'est un sujet, l'e-sport, dont je parle pas assez dans ces lives, et c'est un regret que j'ai parce que c'est aussi un milieu que je maîtrise moins, et comme vous en doutez, je peux pas tout suivre à la fois. Mais voilà, je voulais vous parler de ça. C'est un peu bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais encore une fois, j'ai pas forcément les connaissances, les compétences pour. Mais vous pouvez aller voir notamment le travail de Paul Arrivé, qui travaille à l'équipe. Allez voir le travail de Chip eSport, je crois. Oui, c'est ça, c'est Chip eSport, qui est un site spécialisé aussi. Puis tout simplement soutenir les joueuses lors de compétitions. Je vais finir avec un sujet plus léger, mais qui m'intéresse beaucoup. C'est, je mêle deux actualités, on va dire. J'ai appelé ça échec et club de lecture. Que se passe-t-il avec les stars d'internet? Parce qu'en fait, il s'est passé deux trucs assez intéressants dernièrement. C'est que en fait, Maxime Biaggi a lancé un club de lecture, et Inoxtag a fait tout un live de match d'affrontement aux échecs. Le jeu, voilà, le jeu de plateau, tout simplement, les échecs. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, bon, déjà, je vais peut-être commencer par expliquer un petit peu plus. À un moment, Maxime Biaggi, il a lancé aussi un canal de diffusion. Il a proposé tout simplement de se motiver à lire des livres cette année 2025 en mode grosse résolution et tout. Et il a proposé à ses abonnés, ou ceux qui le voulaient, de rejoindre son canal de diffusion et de eux aussi lire le même livre pour ensuite débriefer ensemble en live. Et donc sur son groupe, sur son canal, son Biaggi Book Club, il y a près de 60 000 personnes maintenant. Sur ces lives, il y en a plusieurs milliers à chaque fois qui sont là pour discuter du livre. Donc c'est une initiative qui est super cool. Alors évidemment, que ça soit ça ou les échecs, Maxime Biaggi n'a pas inventé les clubs de lecture. Internet n'a pas inventé les clubs de lecture. Voilà. Évidemment, les book clubs, ils existent énormément déjà sur Internet. Le BookTok, qui est tout ce segment de TikTok, il est très implanté. Ils font et défont des succès en librairie depuis des années. Et notamment, voilà, c'est des univers qui sont aussi beaucoup portés par des femmes. Et c'est aussi pour ça, des fois, qu'ils sont beaucoup moins visibles que des personnalités comme Maxime Biaggi, qui ont des millions d'abonnés et qui ont une force de frappe que ces créatrices de contenu-là, malheureusement, n'ont pas, mais mériteraient d'avoir. Je fais cette parenthèse-là tout simplement pour dire que je dis pas du tout que là, Maxime Biaggi ou Inoxtag, ils sont en train de révolutionner quelque chose. Ce que je dis, c'est qu'en fait, on est en train de passer dans le mainstream. Et malheureusement, des fois, pour avoir de nouvelles normes, de nouvelles habitudes de consommation, de nouveaux élans culturels, il faut que ça passe par quelqu'un de giga mainstream qui va puiser dans des cultures qui peuvent être légèrement plus de niche. Et encore une fois, là, je parle pas de la littérature ou des échecs, mais de la façon dont Internet s'en empare depuis des années. Ils rendent ça, voilà, comme le dit Adamant, ils rendent ça populaire. Voilà. Et même les booktubes avant même, ou les blogs et tout, bien sûr, mais les clubs de lecture, ça existe depuis très très longtemps, hein, dans les salons et tout, à la radio, France Culture. Moi, une émission que j'aime bien, il y a un book club où ils vont notamment chez des auteurs, des autrices pour leur demander quels livres ils ont dans leur bibliothèque, etc. Enfin bref, ça existe depuis très très longtemps. Voilà. Mais là, si j'en parle, c'est parce qu'à mon sens, ils permettent d'apporter ça dans le mainstream aussi à leur échelle. Et je trouve ça super intéressant. Ouais, Dua Lipa, elle a son book club. Dua Lipa, c'est super intéressant. Elle a sa newsletter aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, je vais aller la voir en concert. Sachez-le, je vais aller la voir en concert en mai. Voilà. Donc, je suis un Dua Lipos, comme on peut dire. Et donc Maxime Biaggi, donc voilà, il a cette initiative là. Le premier livre qu'il a fait lire, c'est un livre de Wajdi Mouawad. Je vais revenir là, sur l'auteur juste après, mais c'est Incendie, c'est une pièce de théâtre. Donc ça a été le premier livre. Et
Et en gros, donc il y a eu ce premier livre-là, ils ont fait un débrief en live. Ensuite, le deuxième book club, c'était à la fois L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est un livre ultra populaire, vendu à des millions de fois et tout, qui est une lecture qui des fois a critiqué et tout, mais justement ils en ont parlé en live après. Et l'autre lecture, c'était Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, qui est un livre que j'adore. Stefan Zweig, c'est vraiment un auteur qui arrive vraiment à me prendre, à me saisir et à pas me lâcher. Lettre à une inconnue, lettre à un inconnu, lettre d'une inconnue. Enfin, je sais plus exactement. Ça aussi, c'était fou pour moi comme lecture, comme découverte. En plus, c'est des textes assez courts souvent. Et je vous conseille, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas plongé encore dans ses écrits, lisez ça. Lisez sa trajectoire de vie qui est à la fois brillante et dramatique. Vraiment, ne passez pas à côté de ça. Et pour le prochain book club, ils ont prévu de lire le double de Dostoïevski, qui est un livre un peu plus épais, mais qui ils ont hâte de lire, et que même moi ça m'a donné envie de le lire de la façon dont ils ont parlé. Donc voilà, il y a tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé à côté aussi, c'est que évidemment Maxime Biaggi, influenceur, il est contacté par des gros libraires, hein, mais il a refusé. Et ça, j'ai trouvé intéressant toutes les réflexions qu'il a eues sur le côté. Non mais attendez, il faut encourager les libraires indépendants, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il a notamment proposé des codes de 10 € à utiliser sur la bourse aux livres. Donc il essaye un petit peu de trouver l'équilibre là et d'encourager les gens à soit emprunter le livre, soit à aller l'acheter dans des librairies indépendantes. Donc ça, c'est assez cool, je trouve qu'il est assez vite pris ce réflexe-là et que ça ne soit pas forcément transformé en partenariat avec la Fnac. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et donc une fois que les gens ils ont le livre, ils ont une deadline, ils se donnent 10 jours pour le livre, et après, il y a un live. Et donc là, ce qui est cool aussi, c'est que son débrief en live, il le fait pas seul, parce que lui-même le reconnaît, il n'est pas expert en littérature, c'est pas un critique littéraire, et lui-même a lu assez peu de livres, donc il a une posture vraiment de néophyte qui est intéressante, parce que ça permet aussi aux gens dans le chat de relate, de se sentir pas exclu. Mais par contre, il a invité 2 personnes. Il a invité Cloto, qui est une streameuse qui parle beaucoup de livres et que je vous encourage à suivre. Attendez, où est-ce que j'ai mis voilà, c'est Cloto, vous pouvez voir son pseudo, c'est CLOTHO. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Elle est éditrice le jour, je crois, et elle fait des streams le soir et tout. Donc elle connaît vraiment bien le milieu. Il y a aussi le compte de quelqu'un qui s'appelle Lansky, qui a un compte qui s'appelle le 5e art, où en gros, il résume des œuvres avec un langage ultra familier. Et donc là, en live, ils discutent tous les 3. Beaucoup Lansky et Maxime. Lansky en étant des fois très... en n'hésitant pas à aller dans le registre de l'insulte, etc., en parlant de Paulo Coelho, etc. Ça me parle un petit peu moins et tout, mais c'est quelqu'un de très calé là-dessus. Il est en train d'écrire un livre, je crois. Et je sais pas si... alors, mieux que les bolos des belles lettres, je saurais pas te dire. Je suis pas son compte. Je voyais qui c'était de loin, mais je suis pas forcément son taf. Mais c'est quelqu'un qui est capable de recontextualiser, comme Cloto, à la fois des trucs sur l'auteur, d'amener un certain nombre de réflexions, de poser des questions à Maxime. Voilà. Et Maxime, en plus, derrière, fait intervenir des gens du chat en vocal pour leur dire qu'est-ce que tu en as pensé et tout. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de gens qui disent moi aussi, je cherchais un moyen de me motiver pour lire des livres. Et grâce à toi, j'ai trouvé ça. Donc, il y a quelque chose de très vertueux là-dedans. Encore une fois, là, petit disclaimer, je ne place pas la littérature en tant qu'art au-dessus des autres. Hein. Je dis pas enfin un influenceur qui sert un noble projet, etc. et tout. Non, pour moi, c'est génial que quelqu'un, un streamer fasse découvrir tel jeu vidéo ou quoi. Là, il y a 2 jeux vidéo, j'ai trop hâte de les faire. C'est Kern et Radio Light, je crois. Il y a les démos, là, je les ai téléchargés. J'attends que ça. J'attends que demain pour les faire. Donc voilà. Kern, n'hésitez pas à faire la démo, ça a l'air incroyable. Bref, voilà, je place pas ça au-dessus, mais juste ce que j'aime beaucoup, et je vais revenir là-dessus aussi pour les échecs, c'est que c'est peut-être des fois une façon pour beaucoup de personnes de se réconcilier avec la littérature, la lecture, qui ont peut-être été des expériences pénibles dans leur enfance, que ce soit à l'école, que ce soit dans le cadre familial, etc. Et voilà, je trouve ça cool en fait. Et Cairn, c'est A-I-R-N. Et donc voilà, je trouve ça important de le préciser, parce qu'encore une fois, moi j'adore la littérature, j'ai fait des études de lettres et tout, mais je place pas du tout ça
sur un piédestal par rapport à d'autres arts, à d'autres formes de divertissement, par rapport à YouTube ou quoi. Voilà, juste, j'aime bien la rencontre de ces deux milieux-là et que Maxime Biaggi, qu'on n'attendait pas forcément là-dessus, le fasse. Voilà. Il y a juste quelque chose que je trouve de dommage. Pour l'instant, il y a deux choses. La première chose, c'est que sur les 4 premiers livres du club des lectures de Maxime Biaggi, c'est que des auteurs, que des hommes. Voilà. Il y a des gens qui ont déjà fait un petit peu des remarques là-dessus, et je pense que ça va être important pour lui derrière de rééquilibrer un petit peu. Il en a conscience, voilà, mais juste, je pense que de réussir à amener un équilibre et une parité aussi dans les livres, dans le genre des auteurs et des autrices qu'il amène dans ce club-là, ça va être important. Et ce que je trouve, est-ce qu'il va pas y avoir des réactions négatives des fans de littérature qui veulent gatekeep le truc? Oui, peut-être, mais ces personnes-là, tant pis pour elles. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas du tout compris le rôle de la littérature, qui n'ont pas du tout compris que Balzac, tout ça, c'était pas dans les grandes bibliothèques. En cerisier de la noblesse parisienne, c'était des feuilletons qui étaient publiés dans la presse populaire, etc. Donc je veux dire, à partir de ce moment-là, si on veut être élitiste avec la littérature, on n'a rien compris à la littérature. Voilà, tout simplement. Donc ça, je voulais dire ça. Et il y a aussi tout ce qui est arrivé autour de Wajdi Mouawad, qui, en fait, ça a suscité des réactions quand ça a été annoncé que Incendie a été la première lecture. Il y a un certain nombre de personnes qui ont critiqué ça parce que, je vous fais un petit remise en contexte, il était, je crois qu'il l'est toujours d'ailleurs, patron du Théâtre de la Colline à Paris. C'était en 2021. Donc là, je cite le Parisien, le directeur de la salle, Wajdi Mouawad, considère qu'il ne doit pas se substituer à la justice. Lundi, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avait regretté que l'ex-chanteur de Noir Désir, qui a tué sa femme en 2003, soit invité sur les planches. En gros, il avait refusé de déprogrammer Bertrand Cantat. Donc ça avait suscité vraiment beaucoup de colère, notamment dans les milieux militants féministes. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose qui n'a pas été adressé dans le book club, alors même que ça avait été adressé sur les réseaux. Et ça, c'est un truc que je trouve dommage parce que c'est quelque chose d'ultra politique. Et je me suis dit que ça aurait pu avoir sa place comme débat ou au moins comme information dans le cadre d'un book club. Il en a parlé un petit peu dans un podcast chez Anna RVR que j'ai écouté il y a quelques temps. Il faut que je vous retrouve le lien. Je vous fais écouter parce que voilà, il explique un petit peu comment il a découvert ça et comment derrière il a un peu réagi. Et même des gens de l'univers du livre, donc ça m'a trop touché. Je me suis dit, ah, ils sont pas condescendants avec moi, ils sont en mode, c'est trop bien. Et ça m'a trop fait kiffer, tu vois. Et en fait, je me suis renseigné auprès de plein de gens en disant quel livre vous voulez lire. Et j'ai écouté la communauté qui voulait un livre en particulier. C'était un des commentaires les plus aimés. Après, j'ai parlé à un gars, quelqu'un qui lit énormément, qui travaille dedans. Il m'a dit, ouais, c'est un très bon choix de premier livre, etc. Et tout. Franchement, tu fais les choses correctement et sérieusement. J'ai essayé de respecter la discipline parce que je sais que c'est un arc que beaucoup de gens respectent. C'est normal, c'est fou. Je dis, ok, on va lire les gars ce livre et tout, go l'acheter. Go le prendre, on le loue, on s'en fout, bref, démerdez-vous, on lit ça. Il y a plein de gens qui lisaient tout ce roman et j'ai vu là des tweets de mais vous trouvez ça normal qu'il conseille ce livre, l'auteur il a fait tel truc en 2012 et moi je savais pas. Et je te jure, ok, j'aurais dû vérifier. En fait, j'étais en mode waouh, putain, on m'arrache pour des trucs. Des fois, je me dis putain, c'est dommage. Je voyais pas le mal et à chaque fois, tu vois, alors qu'au départ, franchement, pendant la première semaine où je parle de ça, il y a personne qui me dit non, c'est pas bien. Attention à cette personne. Mais oui. Et je sais, et encore aujourd'hui, j'ai pas trop vu ce qu'il a fait de pas bien, tu vois. Ah, c'est vrai? Ouais. Et donc, je sais pas si c'est grave, mais en fait, je suis pas assez expert en livres pour connaître et c'est mon erreur. Attends, il a fait pas bien, il a écrit un mauvais livre ou il a fait un acte grave? En fait, je crois. Je me suis farci tout sur Wikipédia. Et à un moment, j'ai vu dans son Wikipédia, il y a quelques années, je sais plus longtemps, il a utilisé une chanson de Bertrand Cantat dans son œuvre. En gros, c'est un truc comme ça, il me semble. Et c'est pas lui directement, mais il a bossé avec Bertrand Cantat. Et en fait, c'est une info, tu l'as pas à première vue. Et moi, je voulais juste lire la pièce de théâtre parce que les gens m'ont dit c'est trop bien. Voilà, donc bon, bref, il explique ça, donc c'est pas totalement ça, mais là encore une fois, ça montre juste le côté comment un créateur de contenu peut bien s'investir sur un sujet qu'il maîtrise pas à la base, comment il s'entoure des bonnes personnes aussi, et c'est vrai que dans le cadre de l'auteur d'Incendie, cette polémique-là et cette colère qui a été provoquée par cet auteur-là
on tombe dessus assez rapidement, en vrai. Donc c'est dommage, mais c'est vrai que c'est juste que ça souligne encore une fois le besoin d'encadrement, d'entourage et je sais pas, il leur faudrait presque un répertoire, un réseau de personnes qui peuvent le dire, ah attention à ça, attention à ça. Mais moi-même, quand j'ai partagé l'annonce de son club de lecture sur X, quand je tweetais encore, j'avais trouvé ça super cool et tout. Et en fait, genre quelques heures après ou le lendemain, je dis ah mais attendez, mais l'auteur et tout, et je m'étais pas renseigné sur l'auteur, et donc c'est pour ça que j'ai rajouté un truc derrière en me disant bah oui, en fait faut recontextualiser aussi ça, quoi. Et voilà, mais bon, à voir pour la suite, ça va être super intéressant de voir comment il va choisir certains auteurs, certaines autrices et tout, et notamment bah évidemment bon, s'il y a des auteurs, bon évidemment je le vois pas choisir Céline à un moment, ça voilà, là là bon, là, je lui dis bon là quand même, mais il y a je pense que ça va être très très intéressant là-dessus. Et moi, en tout cas, bah, j'ai envie de lire le double de Dostoïevski, quoi. Voilà. Ça m'a plongé dedans, ça m'a motivé. Je lis d'autres livres en ce moment et tout, mais c'est prenant. Je trouve que c'est prenant. Voilà. Je vais dire un mot aussi un petit peu sur les échecs proposés par Inoxtag. Inoxtag, il a proposé un live avec plusieurs matchs. Plusieurs affrontements, plusieurs, comment on dit, matchs, pas affrontements, si matchs d'échecs, non, duel d'échecs entre créateurs de contenu et aussi deux professionnels du milieu qui connaissent ultra bien, qui sont des joueurs et joueuses très 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 calés. Il y en a un notamment qui s'appelle Julien Song, je crois, qui propose des vidéos, oui, parties d'échecs, pardon. Et donc en fait, il a proposé toute une soirée de live avec un décorum, avec une ambiance, avec des commentaires et tout. Donc on a pu assister à des matchs entre Maxime Biaggi et Hugo Décrypte, entre Domingo et Inoxtag, entre Le Motif et Océane, et donc entre ces deux joueurs vraiment ultra calés et très forts pour proposer entre guillemets une partie de pro, quoi. Et j'ai trouvé ça super intéressant sur la mise en scène. Il y a un passage, j'ai adoré parce que il restait vraiment pas beaucoup de secondes parce que les joueurs ont le droit à 10 minutes pour leur partie chacun, c'est-à-dire qu'ils cliquent sur le chrono, ils jouent, ils recliquent pour arrêter le chrono, etc. Ça permet, mine de rien, d'amener une fin à la partie et de garder un peu d'intensité. Et il y a un truc très intéressant qui s'est passé, mais encore une fois, là, je sais pas si c'est quelque chose qui se fait de base dans le milieu de la retransmission des jeux d'échecs, mais il y a un switch dans la musique, et ça m'a fait penser au switch des musiques dans les jeux vidéo quand vous approchez d'un ennemi, etc. La musique était un peu paisible et tout d'un coup devient un peu plus tendu. Et là, je vais vous montrer cet extrait-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai aimé regarder. J'ai pas regardé tout le live, mais j'ai regardé un certain nombre de passages. Mais j'ai été pris aussi pour ça. Et il le sait. Il joue beaucoup plus vite là. Vous entendez un petit peu la musique de la jouer derrière. autant. Ouais. 50 Maxime, secondes. Il a pas l'air pressé, hein. Ah si, c'est bon. Attention, qui va gagner? Est-ce que ça va jouer autant? Oh non, il donne une tour. Je fais des erreurs. Oh non, oh non, oh non, c'est le craquage, Hugo, c'est le craquage. Ça peut craquer. C'est dur. Il a plus de pièces. Faut qu'il joue le temps là. Faut qu'il joue le temps, mais il a plus de pièces. Oh, la tour est en prise. Oh non, le fou. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Là, c'est le. Là, il va se faire mat du couloir. Il va se faire mat là. Le roi est à nul là. Il faudrait qu'il fasse un petit coup. Il pousse son pion là, sinon mat du couloir les amis. Pour s'enfuir. Échec et mat, attention. Ok. Très propre, il va s'enfuir. Mais j'aurais pas bougé celui-là, j'aurais bougé celui tout à droite. Maxime qui met trop de temps. Voilà, bon bref, c'est juste un extrait, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment la tension monte, etc. et tout. Après, de base, une partie d'échecs, la tension peut être très forte assez vite, et notamment en fin de partie, où chaque coup compte et tout. Mais là, entre la musique, la mise en scène avec les commentateurs, les gens en plateau, la représentation du plateau, enfin du jeu d'échecs, etc. Avec même la possibilité pour le commentateur de faire des petits dessins pour expliquer encore un petit peu mieux et tout. Moi j'ai trouvé ça plutôt chouette, quoi. Ça sera pas le projet le plus fou d'Inox, mais là encore une fois, il y a un truc où j'ai l'impression qu'il réussit à hyper un peu les gens là-dessus. Il avait expliqué un petit peu pourquoi il s'était mis aux échecs. D'ailleurs, j'ai retrouvé un TikTok. Alors moi j'avais pas mon téléphone, donc Mathieu et mon équipe. Il parle de quand en fait il était en train de faire l'Everest, etc. Ils m'ont offert un jeu d'échecs
Let's go. Et j'avais de la chance, Louis jouait aux échecs. Et moi, je connaissais pas. J'ai jamais touché à un plateau d'échecs. On m'a donné un petit bouquin pour apprendre les ouvertures, apprendre les stratégies. Mais je me suis mis à fond aux échecs, j'ai kiffé. J'ai pris ma liseuse, j'avais tous les tomes de Berserk, tous les tomes de Coq de combat, 40 tomes de Kingdom. J'ai tout lu. Oh là là. J'ai tout lu. Ok, il est prêt, là. J'ai kiffé. Oh, Berserk, quel manga de fou. Les Jeux Olympiques d'échecs l'année prochaine. Là. Tous les tomes de Vagabond. Tu gagnais contre lui ou pas, là, aux échecs? Ouais, à la fin, je gagnais. Bah, au début, non, parce qu'il était Normal, vraiment... Mais maintenant, je suis plus fort que lui. Putain, va falloir qu'on joue ensemble. Donc, on joue, PA. Ah, je suis chaud. Donc, on joue, mais j'attends, j'ai envie de faire en... Bah, moi, j'ai... Voilà, et donc en gros, c'est marrant parce qu'en fait, au final, leur duel PA, Domingo et Inox, c'était un peu à ce moment-là, j'ai l'impression que ça a pris place. Et en soi, j'ai l'impression que ça va potentiellement revenir. Et c'est un contre-pied qui est super intéressant vis-à-vis du toujours plus en termes d'exploits sportifs. C'est-à-dire que même si là, il y a mine de rien une forme d'esprit un peu Kaizen qui, je pense, infuse sur la mise en scène, le côté il faut tryhard, il faut y aller, il faut apprendre pour faire les meilleurs coups. Moi, ça me rappelle le manga Hikaru no Go. Je sais pas si vous l'avez lu, mais quand j'étais ado, j'avais commencé à jouer au Go. J'avais eu un plateau de Go à cause du manga parce que je voulais essayer quoi. J'étais même allé une fois avec un gars à un club de Go pas loin de chez moi, mais j'y suis allé qu'une fois. Mais puis derrière, bon, c'est passé. Mais je pense qu'il y a un peu ce truc de un peu esprit shonen qui continue à transparaître dans la démarche d'Inox. Côté, je vais apprendre tout ça et tout. Et en fait. Bah, sauf que derrière, ça motive peut-être des gens à jouer. J'ai vu passer quelques TikTok qui disaient ah bah j'ai envie de commencer et tout. Donc je trouve ça cool en fait. Encore une fois, pas pour placer les échecs au-dessus d'autres jeux, d'autres types d'activités, mais simplement pour faire découvrir qu'il y a peut-être quelque chose de différent. Peut-être que des gens vont tester, ils vont aimer, ils vont pas aimer, et puis voilà quoi, tout simplement. Et encore une fois, moi je trouve ça trop intéressant que on se mette à hyper autour des échecs, là où la méta actuelle c'était plus faire du vroom vroom sur un circuit avec des Formule 4, faire des matchs de foot ou faire des combats de boxe. Là je trouve que c'est un contre-pied qui est intéressant à voir si ça va continuer à se développer, mais moi je trouve ça cool quoi, tout simplement. Voilà. C'est officiellement trop con pour les échecs, ça me rend triste un peu. Mais alors moi je pense pas. Moi je vais te raconter un petit truc. Là récemment, j'ai commencé pour jouer avec des gens et tout, des proches. J'ai commencé à jouer à Marvel Rivals. Et moi en fait j'ai toujours été super mauvais sur les jeux. C'est un jeu où on est dans des équipes de 6 contre 6 en ligne et on incarne des personnages de l'univers Marvel. Et le but c'est, il y a différents formats, mais en gros c'est de dégommer les autres et de prendre le dessus et tout. Et en fait moi je me trouve très mauvais là-dessus et c'était au début un peu angoissant pour moi de me retrouver dans une équipe et d'être un peu le mauvais de la bande et tout. Et voilà, j'ai quand même continué et tout, et j'ai trouvé un personnage qui me correspondait à moi, c'était le personnage de Rocket Raccoon qui est un healer qui soigne en gros les autres personnages qui vont à la castagne. C'est-à-dire que si les autres personnages survivent dans la mêlée, c'est aussi en partie un petit peu grâce à toi qui les soigne en temps réel. Et donc en fait à la base je me trouvais vraiment trop nul avec pas les bons réflexes, etc. Mais là j'ai juste trouvé un personnage, voire une strat qui peut me correspondre. Donc moral, non, pas changer de perso pour jouer aux échecs, mais moral, peut-être qu'il y a une approche des échecs qui peut te correspondre, qui soit pas en gros forcément un rapport très frontal à l'apprentissage, etc. Peut-être qu'il y a des vidéos YouTube, peut-être qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont de la pédagogie, qui peuvent t'accompagner là-dedans et tout. Mais encore une fois, moi je pense que on n'est jamais trop con pour quelque chose. Voilà, ça sera le mot de la fin de ce segment et même de ce live. Je vais finir avec une recommandation. Il y a un documentaire qui a été rendu disponible sur Mubi, sur la plateforme Mubi, il y a pas longtemps. Ça s'appelle Grand Theft Hamlet. En gros, c'est pendant le 3e confinement en Grande-Bretagne. C'est 2 acteurs qui décident dans un serveur GTA d'essayer de monter une représentation de Hamlet de Shakespeare. Et donc ils commencent à faire un petit peu une annonce pour recruter d'autres joueurs et tout. Donc c'est un peu chaotique dans la réalisation parce qu'en fait ils filment leur écran et des fois il y a des séquences où ça part un peu dans tous les sens. En plus, eux, ils galèrent à trouver du monde, à les garder motivés. Eux-mêmes, ils ont du mal à rester motivés.
Mais j'ai trouvé ça trop intéressant. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a beaucoup de moments un peu confession où ils parlent de leur vie privée, où on comprend que dans la vraie vie, ça va pas forcément. Évidemment, c'est le confinement, mais il n'y a pas que le confinement. Il y a juste des fois la vie de famille, la vie professionnelle. Il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. Et que Grand Theft Auto, GTA, devient une forme d'échappatoire où ils peuvent s'accomplir jusqu'à un certain degré dans quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire en vrai. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant, ça me fait penser beaucoup au documentaire Needs Island que je vous recommande aussi, qui est sur un autre jeu mais qui était magnifique aussi. Et juste voilà, je suis content que ce genre de documentaire là existe. Moi ça m'a relancé mon envie de faire du GTA RP journaliste et de faire des vraies enquêtes à l'intérieur d'un serveur GTA RP, mais ça demande beaucoup d'investissement et de temps, chose que j'ai pas forcément actuellement. En fait ça me fascine en fait le personnage qu'on se crée, les aventures qu'on vit, et le fait qu'en ces jeux vidéo, mine de rien, c'est une forme de réalité. Needs Island, K-N-I-T-S Island, c'est un documentaire sur des journalistes reporters qui essayent un petit peu de filmer ce qui se passe sur une île d'un jeu, je crois, est-ce que c'est Daisy je crois, je sais plus exactement, mais c'est assez cool. Voilà, bref, recommandation de fin. Je vais rendre l'antenne pour la dernière fois, puisque c'est mon dernier live avant un certain temps, comme je vous l'ai dit un peu partout sur les réseaux. Je vais commencer un nouveau travail la semaine prochaine pour quelques mois, pardon, ce qui vont m'empêcher de continuer ces lives. Peut-être que je pourrais revenir un moment, je sais pas, on verra. Je sais pas de quoi l'avenir est fait. Sachez simplement que ces lives, même si pour moi c'est aussi beaucoup de stress dans le sens où je parle en direct, je dois pas dire de bêtises, je dois être suffisamment précis. Et puis c'est aussi je m'expose, c'est-à-dire que je peux recevoir des DM désobligeants, je peux recevoir des messages, on peut me rapporter certaines choses sur moi et tout, et donc en gros ça me fait traiter d'un milieu qui est pas toujours facile à étudier, ou en tout cas à essayer de comprendre. Et donc mine de rien pour moi, c'est aussi, ça va peut-être me faire du bien un peu psychologiquement de disparaître un petit peu, on va dire, ou en tout cas d'être moins visible. Mais sachez que je continuerai à écrire sur ces sujets-là, moins souvent, mais je veux vraiment m'assurer que quand je partage quelque chose, un article au sein de cette rédaction, ça soit vraiment quelque chose qui ait du sens, qui me semble important. Et voilà, et je veux vraiment continuer à traiter ces sujets-là. Je vais essayer de traiter d'autres sujets aussi, c'est un des avantages que je vais avoir dans ce poste-là. Et voilà, et je voulais vraiment vous remercier de vous intéresser à tout ça, de bien vous tenir dans le chat, juste j'ai la chance de Miss Mev, je sais pas si t'es encore là, mais le chat est cool, ce chat là est cool, donc vraiment merci pour ça, merci de votre intérêt, merci de valoriser le travail que j'ai fait ici, mais même financièrement sur Patreon et tout, d'avoir pu me permettre d'essayer d'en vivre en indépendant, même si c'était pas trop le cas au final, mais ça c'est pas du tout vous, c'est juste l'écosystème médiatique aussi qui est fait comme ça. Mais voilà, je prends énormément de plaisir à travailler là-dessus. C'est une vraie chance, je me sens ultra privilégié en tant que journaliste indépendant, même si maintenant je rejoins le salariat pour un temps. Donc vraiment merci pour ça. Et merci aux personnes qui m'ont aidé tout du long, comme mes proches, que ça soit des personnes à la modération, que ça soit vous des fois en m'envoyant des infos. D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des tips, à m'envoyer des infos si vous voyez passer des choses. Ça peut m'aider aussi moi à trouver des sujets. Donc mes DM sont ouverts sur Blue Sky, sur Instagram. Voilà, c'est Vincent d'Internet, vous pouvez trouver ça assez facilement. Merci pour vos messages. Écoutez, je vais juste vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous. De toute façon, je vais dans tous les cas repoper de temps en temps. Je vais repoper pour le livre. Maintenant, vous savez de quoi ça parle. Et voilà. Encore une fois, désolé, j'avais essayé de prévoir une petite surprise avec cette interview d'une personne du milieu qui était partante, mais qui me répond plus. Je suis un peu triste de ne pas pouvoir vous proposer ça parce que j'avais envie un peu de marquer le coup, mais en même temps, je me dis,
voilà, au moins je pars de manière classique, traditionnelle. Et voilà. Voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous. Continuez à vous intéresser là-dessus. J'espère que les médias s'y intéresseront de plus en plus. Ils donneront plus de place à ça parce qu'il y a énormément de sujets à explorer. C'est trop important. C'est de l'éducation aux médias. C'est de la critique médiatique. Et quand je dis critique, c'est pas forcément péjoratif. Donc voilà. Vraiment, merci, merci, merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Et dans tous les cas, je vous dis pas adieu. Je vous dis juste à très bientôt. Voilà. Merci encore et prenez soin de vous. Ciao.